Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le webinaire Les risques psychosociaux en 2021. On attend un petit peu que les gens se connectent. Voilà, je vois que ça se connecte un petit peu. N'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez, si vous nous entendez, à poser des questions, partager vos expériences. Déjà, dites-nous si dans le chat, là, si vous voyez bien, si vous nous entendez bien, ça nous aidera un petit peu. Pendant que j'invite à Emma à nous rejoindre et Julien Morisson, que je vais vous présenter dans un instant. Ok, parfait. Bon, le son est bon. Parfait. Merci Diane, merci. Ok. Bonjour à tous. Bonjour Emma, ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va, super. Salut Julien. Hello, ça va? Hello. Ça va. Je Bonjour à fais tous. les présentations rapidement, du coup. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emma et Julien. Donc, Emma, neuropsychologue clinicienne, cofondatrice de Cognitiva Consulting, un cabinet de conseil en sciences cognitives et neurosciences. Et Julien, ex-DRH Manitou de la RH au sein de Chanel et du groupe Bolloré, cofondateur d'une agence de marketing d'influence qui s'appelle Les Années Folles et fondateur d'un cabinet d'agents pour cadres et dirigeants, le cabinet BI. C'est ça? C'est parfait, rien à rajouter. Voilà. Et je me présente aussi, du coup, Aurélien Guillon. Je suis le cofondateur et le CEO de Team Builder. On est un éditeur de logiciels SIRH, donc qui dépoussière un petit peu les SIRH traditionnels, et on intègre des suites d'outils innovants pour simplifier le management des collaborateurs. Sans transition, du coup, on rebondit sur l'actu. J'imagine que vous avez dû voir passer l'actu de Balance ta startup là, qui fait un peu de mal aux jeunes pousses, aux startups. C'est un compte Instagram qui en fait collecte des témoignages de collaborateurs et d'anciens collaborateurs sous couvert d'anonymat et qui met à jour en fait des témoignages d'entreprises sur les entreprises, pardon. Et ça clash pas mal. Donc Oui. 1400 témoignages en 2 mois. Là, j'ai un témoignage, par exemple, que j'ai pris tout à l'heure sur un exemple sur une boîte qui s'appelle Stella et Suzy. La patronne s'acharne sur ses employés avec des cris, des réflexions, des critiques, des injures, et les pousse à bout et les fait pleurer. Donc voilà. Donc on va y revenir après sur le cas particulier de Balance ta startup. Et puis n'hésitez pas aussi à interagir. Hein. On veut que ce webinaire soit le plus interactif possible. Donc rebondissez à partir de ce qu'on dit. Et puis on fera aussi ce cas d'étude de Balance ta startup et du futur aussi, de ce que ça peut entraîner en fait, et de lien avec les RPS. Donc rapidement, ce sujet en fait, qu'est-ce que ça traduit de Balance ta startup et cet engouement, c'est-à-dire qu'ils se sont pris près de 200 000 abonnés en moins de 2 semaines. Donc ça montre, on va dire, qu'il y a un sujet sous-jacent qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est les risques psychosociaux, les RPS. Est-ce que tu peux nous faire, Julien, s'il te plaît, tu vois, je t'ai fait une super slide. Hein. Ouais, c'est ce que je vois du coup. Alors désolé hein, pour la lumière, on croit que je suis en prison, mais pas du tout. Je vous le dis tout de suite. Il y a un petit budget, un peu économie d'énergie. Bon, je suis ravi hein, de participer effectivement à ce sujet autour des risques psychosociaux. Alors, l'idée, c'est pas de faire une genèse extrêmement compliquée, mais un peu de contextualiser et finalement d'expliquer pourquoi ce type de compte survient à ce moment-là. Faut remonter à peu près au début des années 2000 et je pense qu'il y a une entreprise qui va vous parler qui s'appelait France Télécom, qui est devenue Orange. Et c'est une époque où on est en pleine transformation d'organisation, où la volonté, c'est de faire passer des entreprises du secteur public au secteur privé et d'y apporter des synergies. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le fondateur, enfin le président-directeur général, va souhaiter accélérer, y aller un peu, alors certains vont dire un peu à la harpe, et opérer des modifications d'organisation fortes. Ça va aboutir à quoi? Ça va aboutir à un nombre de suicides extrêmement important, ça va défrayer la chronique. On va receler 39 cas de suicide en une petite dizaine d'années et des dizaines et des dizaines de personnes qui sont en situation de fragilité extrême. Les dirigeants seront condamnés avec la peine maximale, à savoir 1 an de prison et 75 000 € d'amende. Mais finalement, le mal naturellement est fait. Et je dirais que le législateur, à ce moment-là, en 2003-2004,
commence à se dire la manière d'opérer des réorganisations, il faut qu'on l'encadre. Ça va donner naissance à un accord, la nécessité, ou en tout cas la volonté de négocier dans les entreprises de plus de 1000 salariés des accords collectifs pour prévenir des risques psychosociaux. Entre-temps, pour la petite anecdote, avant que cet accord dont on parlera juste après survienne, il y a une volonté de répertorier des entreprises avec un code couleur vert, orange, rouge. Vert, évidemment, étant les entreprises qui prenaient bien soin de leurs salariés. Rouge, les entreprises qui n'en prenaient pas soin. Il va y avoir un lobbying important et puissant des grandes directions. Et donc, ce sujet sera tout bonnement écarté. Et on en verra, ça va durer à peu près 6 mois de temps. Et donc, suite à ça, c'est l'accord national interprofessionnel qui survient pour prévenir les risques psychosociaux. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien sûr, alors on ne pourra peut-être pas forcément tous les niveaux de détail, mais vraiment, l'idée, c'est que ça fasse un truc un peu interactif. Ouais, Et, ça, en fait. que ça soit Les plutôt RPS, sympa. ça, c'est né. Donc, c'était quelle année, du coup? C'était vraiment au tout début des années 2000, 2003, 2004, parce que c'est là où survient vraiment les cas de suicide chez France Les cas Télécom. vraiment graves, quoi. Oui, et donc vraiment, ça va subvenir la partie législative vers 2006-2007. Ok, ok. Bonjour Malik. Salut Malik. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler du coup de l'intérêt de prévenir les risques, les RPS? Oui, bien sûr. En fait, on a un intérêt triple, bien évidemment. On va parler du bien-être collaborateur, qui est quand même au centre du coup des risques psychosociaux, mais également de l'image de marque et de la marque employeur, comme on a pu le voir avec Balance ta startup. On va y revenir dessus. Mais en tout cas, ça peut avoir vraiment un impact important sur l'image de marque et la marque employeur. Donc là, on va passer aux enjeux pour les entreprises de prévenir les RPS. Quel est l'intérêt justement de prévenir? Alors, on parle bien évidemment d'un enjeu d'abord économique, parce que les arrêts maladie, le coût de l'absentéisme, c'est quand même important au sein d'une entreprise. Et l'OMS, en 2019, a estimé qu'il y avait à peu près 1000 milliards de dollars par an de coûts de la perte de productivité pour l'économie mondiale causée par la dépression et l'anxiété. Donc, on voit que c'est vraiment pas anecdotique. Après, on peut parler aussi d'un enjeu de compétitivité. Donc là, à un niveau plus individuel, gérer son stress, c'est aussi faire montre de capacité d'adaptation et donc d'amélioration de son efficacité. Donc efficacité au travail, donc compétitivité pour l'entreprise. Et on a également un enjeu de développement durable de la ressource humaine, parce que la santé mentale des employés, c'est vraiment un indicateur important et à prendre en compte dans les RPS. Au niveau des risques médiatiques, je pense que je vais laisser du coup Julien... voilà, il l'a déjà abordé, hein, mais... Oui, effectivement, je dirais que ça va être le point d'orgue. Alors, on est au tout début, hein. Les réseaux sociaux n'existent pas et c'est important de le prévenir. Quand on est au début des années 2000, il faut avoir en tête que Twitter, Facebook, on a ces balbutiements. Twitter n'existe pas, je ne parlais pas d'Instagram. Donc, il n'y a pas cette répercussion liée aux réseaux sociaux. En revanche, il va y avoir un emballement médiatique, et notamment par la presse, qui va dénoncer les pratiques conduites avec évidemment tout ce qui est un peu plus sulfureux de relais et d'informations et de petites phrases qui vont bien, et qui va faire que France Télécom n'aura pas d'autre alternative qui devient Orange, de pouvoir avoir une répercussion et d'essayer de changer toute son équipe de direction, parce que c'est ça aussi qui va jouer, c'est son équipe de direction, pour changer les choses. Plus récemment, Ubisoft, qui est un géant dans l'environnement du gaming, mais pas que, qui est une boîte au Canada, et qui a aussi été sous les affres médiatiques récemment, puisque c'était durant, je crois que c'était l'été dernier. Pareil, on a eu des relais d'information, de dénonciation, de faits de harcèlement, de faits de discrimination, de racisme, d'homophobie, bref, tout ce qui concerne un peu des principes, des dysfonctionnements de l'ordre pénal. Et là aussi, ça va être relayé notamment par la presse, par un papier de Libération qui va être relayé sur les réseaux sociaux et qui va faire un peu tache d'huile au sein de l'organisation. Et donc, naturellement, il y a des répercussions importantes, puisqu'ils travaillaient, c'est un peu sulfureux. Pareil, même mécanique, on sort le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, un peu sous le poids médiatique, et on essaye de modifier la manière de manager. Ouais, c'est ça, on enlève, enfin, on fait péter les fusibles, et Ouais. c'était la réponse qu'il y a eu sur lequel Orange, c'est ça? Alors, Orange, Ubisoft, c'est un peu la même mécanique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut donner des gages aux organisations syndicales, aux salariés et aux médias du fait que tu fais quelque chose. Tu peux plus, avec les réseaux sociaux, fermer les yeux. Sinon, ça va être rebalayé à outrance. Et donc,
c'est très compliqué de dire on garde l'équipe de direction qui était au courant, puisqu'on y reviendra après, notamment dans la définition du harcèlement. Le simple fait d'être au courant fait que derrière, tu dois normalement diligenter des enquêtes, ce qui n'avait pas du tout eu lieu là. Et donc, naturellement, eh bien, quand ces mêmes personnes restent, on peut dire si vous avez déjà cautionné des pratiques de harcèlement de discrimination, vous les recautionnerez encore. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont sorti cette première ligne. Alors, pour le directeur, on va dire le numéro 2 en question, chez Ubisoft, c'est plus nuancé parce que manifestement, il aura encore un contrat un peu indirect. Mais par exemple, la DRH est sortie un peu mani militari, son nom a été cité. Enfin, voilà, c'est vraiment la pression des médias sociaux qui a poussé les choses. Il y a 25 ans, ça n'aurait pas eu lieu. Quand tu parles donc là c'était donc le risque médiatique, risque on va dire structurel aussi pour l'entreprise, etc. Et risque juridique, c'est quoi du coup? Les risques juridiques, alors il y en a de plusieurs types. Il va y avoir les risques bien sûr liés à des conflits sociaux. On parle souvent mais bien de grève, peu importe la nature d'ailleurs de la grève, qui va être importante parce qu'elle va impacter les résultats. Il y a aussi un risque lié, parce que l'entreprise a une obligation, on y reviendra un petit peu après, mais d'obligation de sécurité de résultat. Ça veut dire qu'elle doit mettre tout en œuvre pour que les salariés soient protégés au sein de l'organisation. Et ça ne souffre d'aucune exception. D'accord. Même si elle dit mais, la jurisprudence s'en fiche, elle dira vous aviez cette obligation de tout mettre en œuvre. Donc elle n'a pas beaucoup d'alternatives. Bien sûr, sur la partie juridique, c'est condamnable au civil, ce qu'on appelle en France au prud'homme, mais c'est aussi condamnable au pénal, et ça concerne principalement la notion de harcèlement et la notion de discrimination. Sauf que le problème qu'on rencontre, et c'est un peu ce que critique d'ailleurs dans Balance ton port, Balance ta startup, c'est qu'en termes de harcèlement, les condamnations moyennes en France, il faut l'avoir en tête, non seulement vous avez entre guillemets une chance sur 10 d'être reconnu comme victime d'une situation de harcèlement moral ou harcèlement sexuel, mais en plus, quand les faits sont reconnus, la moyenne des dommages et intérêts est de 7 000 euros. Donc, c'est rien du tout, quoi. C'est rien du tout. Et c'est d'ailleurs ce qui est reproché sur l'Instagram, et ce sont des faits objectifs. Il n'y a pas du tout de biais. Toutes ces informations-là, on peut les obtenir sur le site du ministère de la Justice, qui recense l'ensemble des condamnations de toutes les juridictions, allant de la première instance jusqu'à la Cour de cassation. Donc on voit bien que c'est parce que les condamnations sont très faibles que les personnes utilisent parfois sous format exutoire les réseaux sociaux pour faire partager un peu ce qu'ils ont ressenti. Et puis sur le risque des fonds d'investissement, bah oui, une entreprise, c'est bien sûr une entité économique. Et donc avoir une mauvaise presse quand vous êtes en train de faire par exemple une levée de fonds, c'est quand même compliqué. Quand vous avez des actions qui oscillent en fonction de l'impact médiatique, et notamment dans le cadre de la RSE dont on parle beaucoup, oui, c'est un peu plus compliqué de montrer que votre entreprise est saine ou elle a des valeurs, alors que foncièrement, ce n'est pas tout à fait ce qui est observable en interne. Donc, je dirais que ça fait partie des enjeux alors on a mis ça sous forme de fonds d'investissement, mais on va dire de l'impact financier, bancaire, boursier, qui joue lié à la manière dont vous traitez finalement vos salariés. Ouais, bien souvent, en plus, le risque pour les fondateurs, c'est que plus tu fais rentrer de fonds d'investissement, plus tu dilues ta boîte, moins et si tu as moins de 50% de ta boîte, du coup, t'es pas le patron à bord. Ton fonds d'investissement, du coup, il t'avait gardé jusque-là. S'il y a un cas de RPS qui se manifeste et que ça déclenche un lynchage médiatique, il y a moyen que tu sautes, quoi. Et de ta propre boîte, en fait. Tout à fait, exactement. Il y a naturellement, comme tout principe, à partir du moment où vous êtes, on va dire, sur la direction, où on peut considérer que vous n'êtes pas apte à manager correctement, parce que vous êtes peut-être plus aussi sous le feu des projecteurs, parce que vous avez un enjeu qui est plus important, parce que vous essayez peut-être de faire des synergies avec des boîtes qui sortent des frontières. Et naturellement, on va regarder votre capacité à manager. Et si on considère que vous ne l'êtes pas, bah, évidemment, vous avez un risque de sauter. Donc, c'est évidemment une vraie crainte. Bonjour Sarah et Sophie. C'est une vraie crainte que les entreprises prennent encore pas suffisamment en compte, mais je dirais que l'élément déterminant de ces dernières années, mais vous le voyez sur plusieurs sujets, ce sont les réseaux sociaux. Puisqu'avant c'était caché, il était difficilement obtenable des condamnations d'entreprises. Il y avait des sites aux initiés, Legifrance, Win, les juristes, les RH connaissent Legifrance. Mais qui allait véritablement sur ce site-là pour savoir? C'était quand même très très compliqué. Ouais, alors c'est 5 à 10 000 euros de compensation en moyenne. Enfin, c'est vraiment rien, quoi. C'est Epsilon. C'est l'une des raisons aussi qui fait que un DRH, quel qu'il soit, essaye de tout son poids de peser vis-à-vis d'une direction pour lui demander de prendre des mesures, l'entreprise, elle va raisonner de manière économique en disant, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, quel est le risque? Quel est objectivement le risque pour l'entreprise d'être condamnée, donc impact, média, et quel est le coût financier? C'est les deux trucs qu'on va demander automatiquement au RH. Bon, financièrement, c'est compliqué de dire que la boîte... Alors, ça dépend de la taille des entreprises, on va être très clair. Quand vous êtes une toute petite entreprise, 5 000 euros, ça peut être effectivement important. On est d'accord.
Mais dès que vous êtes sur les entreprises dont on a eu l'occasion de parler, on est bien d'accord que sur des Ubisoft, des Orange, bon, on est sur des montants vraiment, vraiment très faibles et qui ne peuvent pas permettre un changement par ce biais-là. Oui, et C'est puis pas en l'apport plus, financier je veux qui dire, va t'es faire tout changer. seul. T'es tout seul face, enfin, c'est ta voix contre l'autre. Quel est le seul recours? C'est d'aller collecter des témoignages d'autres collaborateurs qui ont été témoins de la scène et ce genre de choses. Je pense que, à mon avis, ça doit se passer comme ça, non? Oui, sauf que la mécanique, si on prend uniquement le harcèlement moral, ce qui est une des parties des risques psychosociaux, encore une fois, la mécanique, elle est plus compliquée que ça, parce que quand vous êtes victime d'une situation de harcèlement, souvent, mais on y reviendra un petit peu après aussi, vous êtes un seul, vous en parlez quand il est généralement trop tard. Bien sûr que, alors ça dépend après si vous êtes avec un pervers narcissique, enfin, c'est toute une mécanique. Dans le cas d'Orange, c'était une organisation qui était dysfonctionnante. Parfois, c'est le cas d'un individu et vous n'avez pas le réflexe juridique parce que mentalement, Hmm. vous n'allez pas vous dire je vais commencer à collecter des preuves, des pièces visant à aller en justice. Et là où il y a une frustration qui est créée, c'est que même si vous allez en justice, alors sans faire trop de juridique, mais par une prise d'acte de rupture que personne en général fait, vous allez essayer, en général, la personne elle va finir en arrêt. La mécanique, c'est un peu la même. C'est-à-dire que vous n'allez pas bien, vous allez vous mettre un peu en arrêt, vous allez essayer de remonter les informations à la RH. La RH va essayer de diligenter une enquête quand elle le fait. Normalement, c'est Hmm. obligatoire et quand elle le fait. Sauf qu'elle va attendre que vous preniez les sanctions tardent, vous continuez d'être en arrêt. Généralement, au bout d'un moment, c'est plus tenable, ça va durer 6 mois, 8 mois, 9 mois. On va accompagner vers la sortie et la personne, le manager peut toujours être présent. Donc, les gens parfois imaginent que la manière de diligenter une enquête en termes de harcèlement ou discrimination, tous ces sujets-ci, est mécanique. Non, parce que c'est de l'interne et que le RH, naturellement, il a des biais cognitifs aussi. Donc, Ouais, la ouais. manière de poser les questions n'est pas pure et parfaite et vous êtes interne à l'entreprise. Donc, la question, notamment chez Ubisoft, aurait pu être, compte tenu des dizaines et des dizaines et des dizaines de plaintes, qui est la même chose chez Orange, y a-t-il une vraie volonté de pouvoir y remédier? Puisque là, on était sur un nombre de plaintes considérable. On n'est pas dans un cas isolé d'un RH qui, à un moment donné, n'était pas au Ouais, ouais, courant ou avait des c'était doutes global, quoi. raisonnables. Parce Ouais, ouais, qu'il y a bien aussi sûr. des doutes raisonnables. Quelqu'un peut dire, je suis stressé. Le stress, c'est pas du harcèlement. Donc, on aurait pu avoir des doutes raisonnables. Quand vous êtes sur autant de plaintes, vous n'êtes plus sur un doute raisonnable. Et pour en venir à la question que pose Sarah, les RPS est appliqué également sur les boîtes de plus de 50, moins de 50. Les risques psychosociaux existent dans tous les types d'entreprises, à partir de 2, jusqu'à évidemment de manière illimitée. Après, chez Orange, ce qui était reproché, c'était que la manière de conduire la transformation, l'organisation, était elle-même dans son cœur source de risques psychosociaux. C'est-à-dire le fait, en gros, ça a été considéré comme violent. On est passé d'un mode de fonction publique, de service public, à productivité, indicateur, suivi. Ouais. Pour ceux qui venaient du privé, ça n'a pas été traumatique. Pour ceux qui étaient de la fonction publique depuis 20 ou 25 ans, avec des nouveaux ordinateurs, etc., ça a été vu comme extrêmement anxiogène. Et du coup, parce que c'est ça, hein, c'est pour ça que quelqu'un peut être victime d'une situation de RPS et vous mettez une personne totalement différente dans exactement la même situation, va dire bah, moi, j'ai pas de problème. C'est pour ça que c'est pas mécanique. Et un manager peut parfois de bonne foi de dire mais je demande exactement la même chose à deux personnes. La même chose, Julien, la même chose. Et pourtant, le ressenti n'est pas le même. Exactement. C'est vrai, c'est pas toujours mécanique. Il n'y a pas une seule voie de manager. C'est ce qu'on disait aussi la semaine dernière, justement, avec Malik Benguerin, psychologue chez les éditions Greffe. Il n'y a pas une seule manière de manager. Il faut adapter son management aux collaborateurs qu'on a en face. Parce que on a tous des personnalités différentes. J'enchaîne un petit peu. Donc là, on a vraiment parlé des enjeux des RPS, comme quoi c'était assez important, stratégique pour les entreprises, du coup, parce que ça peut coûter de l'argent, ça peut coûter l'image, etc. Bien-être du collaborateur, image de marque, etc. Donc, sans réelle transition. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le bien-être collaborateur? On va détailler un petit peu ces trois volets dont tu nous as parlé tout à l'heure, Emma. On commence avec le bien-être collaborateur. On va commencer avec le bien-être collaborateur. Déjà, il faut savoir que, comme l'a dit Julien, de toute façon, l'employeur a l'obligation de garantir la santé physique et mentale de ses salariés. Donc, ça, c'est aussi encadré par la loi de 2002. Et en fait, prévenir les risques psychosociaux, c'est aussi s'intéresser à la qualité de vie au travail. Donc, c'est des sujets vraiment importants à traiter pour, bien évidemment, préserver et augmenter le bien-être physique et mental de ses salariés au travail. Mais ça va également jouer sur la performance pour la préserver, parce qu'on sait bien évidemment que la performance et le bien-être sont corrélés. Plus on se sent bien, plus on est performant. Je pense qu'on a tous
On a tous expérimenté des moments où on était stressé, où on était tracassé par quelque chose, on n'était pas vraiment bien. C'est pas là où on est le plus performant au travail, on va pas se mentir. Donc c'est très important pour la performance. C'est également important pour la réduction de l'absentéisme. On ne va pas y revenir dessus, mais c'est un coût important. Ce sera aussi de préserver l'engagement des collaborateurs. Encore une fois, plus on va se sentir bien au travail et plus on va être susceptible d'être engagé affectivement dans l'entreprise. Voilà. Donc, important aussi pour cet aspect-là. Et puis, bien évidemment, l'efficacité, ça va aussi permettre une meilleure coopération, ça va augmenter la créativité des salariés et la persévérance. Voilà. Donc, en fait, ça va jouer sur énormément de facteurs. Le bien-être des collaborateurs vont jouer sur énormément de facteurs. Encore une fois, c'est pas une liste exhaustive, mais en tout cas, ça peut donner déjà un point de vue, une idée globale sur l'enjeu justement de prévenir les risques psychosociaux. Ok, donc bien-être. Ensuite, il y a image de marque, du coup. L'image de marque, donc pour revenir un peu au compte Instagram Balance ta Startup, donc qu'on a déjà cité auparavant. Donc, elle dénonce les pratiques abusives des startups. Il y a eu plusieurs entreprises qui ont été visées. Et en fait, ce compte-là s'est fait aussi connaître avec le cas Louis-Etu, qui est, je ne sais pas si certaines personnes ne connaissent pas, mais c'est une marque de bijoux qui prône le Made in France, voilà, qui s'est créé toute une image sur Instagram. Et en fait, tous les témoignages qui ont été recensés par Balance ta Startup sur Louis-Etu, ça a fait quand même un gros mal à cette petite entreprise. Donc, il y a eu dénonciation du management nocif et toxique et également des dénonciations sur les valeurs qui étaient portées par la marque. Le Made in France qui, en fait, l'était pas réellement, des conditions de travail, etc. Et en fait, qu'est-ce que toutes ces révélations ont fait? Donc, pour le compte Balance ta Startup, il y a eu une augmentation du nombre d'abonnés. Et à l'inverse, pour Louis-Etu, il y a eu une énorme baisse du nombre d'abonnés au compte Instagram de la marque. En 48 heures, il y a eu à peu près moins 25 000 abonnés, donc c'est énorme. Ça entraîne quoi? Une perte de la crédibilité, perte de chiffre d'affaires, bien évidemment. Et ensuite, il a fallu, pour la directrice de la marque, de communiquer rapidement, faire une communication de crise sur l'entreprise pour essayer de rattraper ça. Donc en fait, on voit bien aussi que la prévention des risques psychosociaux peut éviter ce risque de débordement. Ok, alors, mais qu'est-ce que c'est vraiment les RPS? Est-ce qu'il y a une définition bien claire, bien, on va dire, est-ce que c'est encadré et bien défini? Oui, alors c'est vrai qu'on parle de risques psychosociaux, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Alors, il faut savoir que définir les risques psychosociaux, c'est quand même un exercice complexe. Il y a eu pas mal de rapports qui ont été diligentés justement pour tenter de cadrer un peu les RPS, que ce soit en France ou dans d'autres pays, mais ça a été très compliqué. Si on prend par exemple le rapport NAS et Légeron qui a été publié en 2008, les risques psychosociaux sont définis comme les risques pour la santé mentale, physique et sociale engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Donc on voit bien en fait que les risques psychosociaux sont induits par l'activité de travail, par l'organisation, les relations entre collègues, entre salariés, etc. Et quand on parle de risques psychosociaux, en fait, ça englobe deux grandes dimensions, le stress d'une part et d'autre part le harcèlement, les violences et les incivilités. Donc là, on a mis entre parenthèses les accords nationaux interprofessionnels, si je ne me trompe pas. C'est des accords, c'est bien ça, Julien. Je confirme. Mais je me posais la question, moi, c'est quoi Annie? Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça, c'est les accords nationaux interprofessionnels qui fixent les grandes lignes. Donc celui de 2008 va fixer les grandes lignes de la prévention du stress au travail et celui de 2010 sur le harcèlement et les violences au travail. Et ce qui rend en plus aussi compliqué de définir ce que sont réellement les RPS, donc déjà du fait de la subjectivité, comme l'a dit Julien, une personne va réagir différemment face à un potentiel facteur de risque. Mais c'est aussi le fait que les risques psychosociaux recouvrent les facteurs de risque et les conséquences. Par exemple, le stress peut être un facteur de risque, mais ça peut également être une conséquence de conditions de travail. Donc on voit que c'est vraiment complexe en fait. Les RPS, c'est ultra difficile à cadrer et à définir. Je vais me permettre de faire un petit
rajoute sur la partie harcèlement, parce que je sais que du coup, tu vas développer un peu plus la partie stress. Juste Ouais. pour contextualiser le harcèlement, là, qui date de 2010, mais en fait, c'est issu d'un travail par une psychologue clinicienne qui s'appelle Marie-France Irigoyen, qui a beaucoup travaillé sur la manière dont les managers pourraient se comporter, qui a sorti un très bon ouvrage que je vous invite à acheter sur les narcisses. Et notamment, elle parle des politiques, elle parle beaucoup d'entrepreneurs et de la manière dont ils se comportent en entreprise. Et pourquoi c'est important? Pour elle s'est beaucoup concentrée dans une nature de manager qui était dysfonctionnant, dont que vous avez forcément entendu parler, les fameux pervers narcissiques. Elle a écrit énormément la matière et fruit de son ouvrage a été le législateur qui s'est emparé du sujet en créant ce délit de harcèlement moral. Le harcèlement moral, ça se définit comme des agissements répétés, donc c'est-à-dire qu'une fois, ça ne peut pas être constitutif d'un délit de harcèlement, ayant pour objet ou pour effet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément d'intention délibérée de nuire, mais ça peut avoir pour effet de nuire, soit à la santé psychologique, soit à la santé physique d'un individu. Et donc, c'est cette législation sur laquelle on se base, fruit du travail de Marie-France Irigoyen, pour avancer sur la notion de harcèlement moral, qui est parfois utilisée un peu n'importe comment, mais qui a quand même une vraie définition juridique. Où on doit se renseigner ces RPS et aussi les moyens de les mesurer. Oui, on va effectivement y revenir. Donc, sur cette partie vraiment qui est abordée dans le cas des accords internationaux, dans les accords nationaux interpro, on va intégrer la notion de harcèlement. En général, on redonne une définition de ce qu'on entend par le harcèlement. On rappelle naturellement qu'il y a des mesures et des sanctions qui sont à cet effet, mais c'est important de l'avoir en tête parce que c'est le management ayant changé, la nature des managers ayant changé. Souvenez-vous, on passe d'une période paternaliste dans les années 80-90 à un management, alors on pourrait en parler longtemps, qui se veut bienveillant, mais dont on voit surtout la surindividualisation, d'où le travail conduit par elle autour des pervers narcissiques et ensuite des narcisses, où l'empathie de ces managers-là n'est pas la première chose qu'on repère. Et donc c'est leur manque d'empathie qui fait qu'on peut aboutir à des situations de harcèlement moral, ou harcèlement moral, on va dire. Voici pour la précision sur le harcèlement. On a une question de Aude qui nous dit est-ce que c'est valable du coup les RPS pour les commentaires sur la qualité de travail fourni? Est-ce que pour la notion de harcèlement, faut que ça soit, j'imagine, comme tu le disais tout à l'heure, faut que ça soit de manière répétée, du coup? Oui, tout à fait. C'est vraiment la répétition d'agissements qui sont passifs ou pas, c'est-à-dire que je peux, par mon silence tout le temps, occasionner une situation de harcèlement. Je peux aussi, bien sûr, changer les personnes de bureau, la ridiculiser en public. Il y a beaucoup de facteurs, mais c'est cette répétition dans le temps qui va être importante, sinon ça ne peut pas fonctionner. Exemple demain, j'insulte quelqu'un, ça ne peut pas être, c'est pas bien, hein, c'est pas ça que je dis, mais ça ne pourra pas être constitutif en soi d'une notion de harcèlement moral. Ça, jamais. C'est vraiment cette répétition. Alors, la durée, il n'y a pas de timing. On peut considérer qu'en 15 jours, ça ne sera pas très crédible. Mais c'est vraiment sur 3, 4, 5, 6 mois qu'on va effectivement se dire on est dans le cas d'une situation de harcèlement et donc qui s'imbrique dans le cadre des RPS. Le harceleur est peut-être malade et ne sait pas bien où est à l'ancienne has-been. Je dirais que on est passé d'une période. Alors les has-been pourront être. Alors je ne vais pas faire hashtag boomer, mais en fait pas tout à fait. C'est-à-dire que dans les années 80-90, le paternalisme, il y avait, et on y reviendra un petit peu plus tard, il y avait un côté un peu du sens collectif qui faisait qu'on évoluait, vous savez, le fameux top-down, hein, qui était très pyramidal, très hiérarchisé, qui avait des inconvénients, mais qui avait aussi des avantages. On est arrivé avec une situation, les écoles de management sont arrivées dans les années 80, c'est là où ça s'est produit, 80-90, on a toute une fraction de gens qui ont déboulé âgés d'une vingtaine d'années, 20-25 ans, dans les tout débuts des années 2000, et qui a eu des pratiques un peu à l'américaine, un peu à l'anglo-saxonne, avec la volonté bien de processer, de structurer. Et ça a perdu toute une fraction des seniors, mais aussi des juniors, surtout dans un pays qui n'avait pas forcément cet ADN-là. Donc, c'est pas que lié forcément à la seniorité pour le coup. Après, la personne qui est auteur de harcèlement moral, il y a deux cas de figure. Hein. Elle peut tout à fait conscientiser les choses et le savoir en toute connaissance de cause, ou elle peut ne pas du tout se rendre compte, et dans ces cas-là, c'est naturellement problématique.
Effectivement, bah, ça rejoint ce que dit Agnès là. Je recentre un peu le débat, c'est un peu mon rôle du coup. Continuez de poser vos questions. Je pense qu'on fera une session d'entre deux pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à interagir par rapport à ce qu'on dit. Là, je vois que ça envoie des questions. On va continuer, on va dire le flow normal parce que en fait, il y a des questions qui appellent des réponses qui seront naturellement développées dans la présentation. Donc, j'invite du coup Emma à poursuivre. Emma, tu voulais aussi, faire un focus du coup sur un des RPS, et dont toi, tu es une des spécialistes, entre guillemets, parce que tu es neuropsychologue clinicienne et que du coup, tu sais exactement comment est modélisé le stress, comment on le mesure, etc., etc. Et ça fait partie, on va dire, d'un facteur RPS classique. C'est ça, c'est une composante ultra importante des RPS, hein, comme bien évidemment comme le harcèlement et les violences. Mais du coup, le stress fait partie des risques psychosociaux. Alors tout le monde connaît le stress. On a tous été stressés au moins une fois dans sa vie, hein, quand même. On va pas se mentir. Et en fait, qu'est-ce que c'est c'est un état dans lequel on va se trouver quand il va y avoir un décalage entre la perception d'une situation externe et la perception de notre propre capacité à y faire face. Donc c'est un événement qui va provoquer une tension physique, mentale ou émotionnelle. Et en fait, le stress est la résultante de stresseurs et de la stressabilité. Alors les stresseurs, ça va être tous les éléments de l'environnement qui vont déclencher un stress. La stressabilité, en revanche, c'est vraiment propre à chacun. C'est notre sensibilité individuelle à faire face au stress. Encore une fois, deux personnes face à un même stresseur vont avoir des réactions différentes. On va être plus ou moins stressé. Donc c'est vraiment individuel. Donc, ensuite, si je peux te laisser aller sur la slide d'après. Il faut savoir aussi que le stress, c'est pas une maladie et avant tout, c'est plutôt adaptatif. Le stress est avant tout adaptatif. C'est ce qui va nous permettre aussi de nous préparer face à un danger. Il y a très longtemps, nos ancêtres, par exemple, s'ils se retrouvaient face à un prédateur, admettons, j'en sais rien, un lion ou quoi que ce soit, il fallait quand même réagir. On n'allait pas rester comme ça à attendre de voir ce qui allait se passer. Donc en fait, le corps, lui, qu'est-ce qu'il va faire Gros danger, tous les voyants sont rouges. Le corps va essayer de s'adapter. On va avoir une sécrétion d'hormones. On aura une augmentation du rythme cardiaque, augmentation de la capacité respiratoire, dilatation des pupilles, etc. pour permettre justement à l'individu soit de fuir, soit de combattre. Voilà, l'un ou l'autre. Ou alors, on peut aussi, on peut le voir, par exemple, dans des phobies, si on est vraiment stressé par quelque chose, une araignée ou quoi, soit on aura tendance à courir, partir en hurlant, ce que je fais personnellement, soit à écraser la petite bête, ou alors se dire, ok, je ne vais pas bouger, je vais attendre qu'elle parte d'elle-même. Voilà, donc il y a différents moyens de faire face au stress. Mais en tout cas, c'est vraiment un phénomène adaptatif et l'organisme va toujours chercher à va toujours rechercher l'homéostasie. C'est-à-dire que même, par exemple, pour absolument tout, mais la température corporelle, le corps va sans arrêt faire des ajustements pour revenir à un niveau de température corporelle qui est normal. Donc ça va être par la transpiration, par plein de mécanismes, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais dans le stress, cette notion d'homéostasie est aussi super importante. Et donc, on va parler du syndrome général d'adaptation. Donc, Célie a décrit 3 phases du stress qui se suivent, qui se suivent dans le temps. Il y a d'abord la phase d'alarme, ça va être la phase durant laquelle les forces de défense vont être mobilisées. C'est une réaction d'alerte en fait pour adapter son comportement face à ce stress. Ensuite, on aura la phase de résistance. L'individu va persister dans son adaptation au stress. L'organisme va mobiliser encore plus d'énergie. On aura encore plus augmentation du rythme cardiaque, etc. Et ensuite, on peut arriver, si le stress continue, si on est toujours exposé à ce facteur de stress, on va arriver à la phase d'épuisement. C'est vraiment dans le cas d'un stress chronique. Et là, par contre, si le stress dure dans le temps ou s'intensifie, on va parler du stress oxydant. En fait, là, ça va être vraiment délétère pour la santé et notamment pour le système cardiovasculaire. Et à ce moment-là, en fait, la personne va s'épuiser physiquement et moralement et ça peut aussi conduire à un burn-out. Donc, on est vraiment en 3 phases en fonction de la durée de l'exposition au stresseur et de son intensité. Ok, alarme, résistance, épuisement. Ok. Exactement, les 3 phases. Et donc, du coup, on a tendance aussi à parler de bon ou de mauvais stress. On dit non, mais c'est bien quand même un petit coup de stress, ça permet de se mettre un coup de pied aux fesses, d'accélérer, etc. Alors, c'est pas vraiment une bonne chose d'appeler ça bon ou mauvais stress. On va plutôt l'appeler stress aigu ou stress chronique. Donc, le stress aigu, ça va être quand notre attention va être focalisée sur le stresseur.
voilà, les sens vont être en alerte, comme je vous l'ai expliqué, sécrétion d'hormones, etc., pour réagir. Mais dans le stress aigu, les symptômes vont prendre fin à partir du moment où la situation s'arrête. Donc ça va être par exemple éviter un accident de voiture si on manque de se faire renverser, on va avoir des bons réflexes pour éviter ça. Ça peut être dans le cadre du travail de rendre un dossier urgent à la dernière minute qui n'était pas prévu. Mais normalement, les symptômes de stress doivent s'arrêter. A contrario, le stress chronique, on va être dans une exposition prolongée et répétée avec le stresseur. Et là, ça amène à une fatigue et un épuisement de l'organisme. Donc ça peut être, comme je l'ai mis dans l'exemple, une impression constante de toujours avoir l'impression que ce qu'on nous demande au travail dépasse nos capacités à y faire face, etc. Là, on est vraiment dans un stress qui est dit affaiblissant, qui est vraiment mauvais pour la santé. Ouais, typiquement, là, on peut être dans le cas d'un manager qui nous demande tout le temps des trucs à la dernière minute, alors que nous, on a une personnalité qui est plutôt faite pour faire des choses en temps et en heure, avec des choses bien hiérarchisées, des tâches de routine et des choses comme ça. Et ça va nous mettre dans une condition vraiment très stressante. Et puis, en général, du coup, on est en contact continu avec notre manager et ça peut exposer du coup un stress chronique et faciliter le burn-out. Ouais. Donc, et à l'inverse, ça peut être quelqu'un qui vous met dans une situation trop libre et vous êtes plutôt hiérarchisé. Et du coup, vous allez être stressé parce que vous êtes en manque d'informations et ce genre de choses. Donc, effectivement, l'environnement est hyper important sur ce RPS, ouais, très clairement. Je vois qu'il y a des questions sur tout ce qui est mesures, etc. On va y revenir après sur les mesures. C'est justement un des chapitres qu'on va aborder sur les baromètres du bien-être, les analyses, les questionnaires, les audits, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qu'on va aborder dans la suite. Les conséquences du stress. Les conséquences du stress. Donc on va passer rapidement parce que je pense que on l'a expérimenté, on voit à peu près, mais il y a différentes conséquences. Ça va jouer à la fois sur l'aspect physique, on va avoir des conséquences psychologiques, des conséquences comportementales, cognitives aussi, c'est super important. Donc, les conséquences physiques, ça va être, si on a un coup de stress, maux de ventre, mal à la tête, mal au dos, les maladies cardiovasculaires à long terme, les troubles musculo-squelettiques également. Au niveau psychologique, ça va être une plus grosse fatigue émotionnelle, de l'anxiété, ça peut conduire à la dépression. Cognitif, ça va être des difficultés de mémoire. On le sait, quand on est stressé, on est aussi moins attentif, on est moins concentré, on va moins retenir des informations. Donc ça va réellement jouer aussi sur toute une sphère des fonctions, sur toute la sphère des fonctions cognitives. On va faire aussi des erreurs plus fréquentes, on aura moins de motivation. Et tout ça, ça aura aussi des conséquences sur l'organisation. Des accidents, augmentation des accidents du travail, parce que si on est moins attentif, si on fait plus d'erreurs, il y a plus de risques d'avoir des accidents du travail, baisse de la performance, augmentation de l'absentéisme. Et puis, ça peut aussi avoir des conséquences comportementales. Encore une fois, c'est très individuel et c'est très subjectif, mais certaines personnes, quand elles sont stressées, vont avoir tendance à être un peu plus énervées, plus agressives. Voilà, ça peut amener à de la violence et également conduire à des addictions, malheureusement. Exact. Et du coup, là, ça traduit aussi de comment on mesure les RPS. Typiquement, si vous posez la question à quelqu'un, est-ce que tu as des difficultés pour mémoriser les trucs en ce moment? Est-ce que tu as des difficultés un petit peu à te concentrer? Est-ce que tu sens que tu es un petit peu plus sur la défensive, agressif, etc., etc. Ça témoigne typiquement. Ça peut être des indicateurs, entre autres, ouais. C'est des indicateurs de stress. Je rappelle à ce niveau-là, alors je vois Dana qui nous fait part de EgoSoom. Je ne connaissais pas, j'ai regardé un petit peu Smart RH Exploration. Effectivement, il y a des solutions qui existent et notamment aussi ce qu'on fait chez Team Builder. Ça s'appelle le baromètre du bien-être. Donc on prend des questionnaires et on va dire on communique directement avec les employés de manière anonyme, avec des questionnaires qui sont envoyés sur 2-3 semaines pour évaluer tout un tas de choses différentes en fonction de la typologie de l'entreprise et de ce que aussi l'employeur veut aller chercher comme information auprès de ses collaborateurs pour prendre la météo. Donc, ça va être aussi bien évaluation du stress, de la fatigue, des conditions de travail, la vie sur le management. Ça peut être aussi l'évaluation de la fonction cognitive en télétravail, ce genre de choses. Notamment, Emma, votre cabinet, il a également fait
designé un questionnaire pour évaluer cette charge cognitive en télétravail, justement, que nous, on a intégré dans notre solution TeamBuilder et qui est accessible, du coup, directement sur la plateforme pour les collaborateurs, et ils y répondent. Du coup, ces indicateurs-là remontent auprès de l'employeur et nous, on leur dit, attention, il y a des petits problèmes à ces endroits-là. Voilà. Donc, il y a des choses qui existent. Vous pouvez aussi aller voir sur le site de teambuilder.fr. N'hésitez pas non plus à donner toutes les autres solutions que vous voulez. Hein, le plus de force vie il peut y avoir, le mieux c'est. Les conséquences du stress, du coup, on parle de burn-out, de bore-out, de brown-out. Mais qu'est-ce que c'est ça aussi là? Alors burn-out, je vois bien. Je vois le burn-out, c'est l'épuisement mental, etc. C'est ça. Le bore-out, du coup, Julien, c'est quoi? Alors, ce sont des phénomènes, tout ça, qui sont assez récents parce que, un peu à l'instar des risques psychosociaux, ça fait 15 ans que ça existe, ces phénomènes, et je dirais que ça a été conceptualisé cette fois-ci par un autre, pas théoricien, mais qui est décédé l'année dernière, qui s'appelle David Graeber, qui a notamment rédigé un livre qui s'appelle Les Bullshit Jobs, ou alors dit un peu vulgairement les jobs à la con, et qui montre qu'il y a des jobs où en fait on s'ennuie, donc boring, hein, qui veut dire littéralement ennui, donc le bore-out, qui fait qu'à un moment donné on s'y ennuie finalement tellement dans son travail qu'on devient stressé, pas bien dans sa peau, et qu'on nourrit un mal-être, et que le mal-être lié au travail s'apparente du coup à un risque psychosocial. Et la notion de burn-out, alors tout ça, on voit bien, hein, c'est des termes très anglo-saxons. La notion de burn-out, c'est je deviens fou parce qu'on me demande très peu de tâches à réaliser, et c'est ma sous-utilisation qui fait qu'à un moment donné, ça me rend complètement neurasthénique, ou ça me rend dans un état limite dépressif, parce qu'on arrive quand même beaucoup à ça dans ces 3 cas de figure-là, parce que soit on me donne rien à faire, c'est souvent le cas, soit franchement, il y a le sentiment d'une inutilité au travail. Et vous l'entendez d'ailleurs beaucoup actuellement. Le sentiment de valeur, d'inutilité, de qu'est-ce qu'on attend finalement de moi. Ayez en tête que ces phénomènes-là, burn-out, bore-out, burn-out, ce sont des phénomènes qui touchent principalement, pas exclusivement, l'encadrement. Je ne dis pas que ça ne touche pas les non-cadres, hein. Je dis qu'en tendance, on est davantage dans des CSP+, des cadres, peu importe. On est davantage sur ça que sur les non-cadres, parce que sur l'encadrement, la singularité, c'est qu'on passe finalement, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, sa journée sur de l'ordinateur, de moins en moins de contact avec l'humain. Or, on est des êtres qui ont besoin de relationnel, hein, on le voit actuellement, mais foncièrement, ça rend un peu fou à remplir des tableaux, remplir des indicateurs, et on substitue parfois ces carences par d'autres tableaux et d'autres indicateurs. Donc, ça ne répond pas du tout au problème, mais du coup, c'est souvent ce qui se passe. Et ça occasionne, du coup, c'est pas pour rien que le taux d'absentéisme augmente, d'année en année, le taux d'arrêt de travail augmente, d'année en année. On est quand même le premier pays qui consommons un nombre de médicaments psychotropes le plus élevé du monde. Donc, on a un souci vraiment lié à ça. On n'est pas le seul à consommer des médicaments, naturellement. Mais l'approche française a cette spécificité-ci. D'accord, ok, ça je savais pas, ça. Intéressant. Ok, du coup, les facteurs de risque sur les RPS au niveau global, hein, c'est quoi? Ouais, alors il y a un rapport, donc le rapport Golac, qui fait état de 6 catégories de facteurs de risque. Donc on va les passer en revue. On a d'abord l'intensité et le temps de travail. Ça peut être tout simplement la surcharge de travail, un rythme de travail, des objectifs irréalistes ou des instructions contradictoires qu'on peut recevoir du management, etc. Ça peut être aussi le nombre d'heures de travail, ou alors le fait qu'on soit dans un travail posté, un travail de nuit, des horaires qui sont antisociaux. Voilà, ça englobe un petit peu tout ça. La catégorie des exigences émotionnelles. Qu'est-ce que c'est? C'est en gros toutes les personnes qui, dans leur travail, sont aussi en contact avec le public, en relation au public. Ça va être de maîtriser, de façonner ses émotions. Il faut, voilà, si on est énervé parce qu'on a passé une mauvaise nuit, ou qu'on est agacé par quelque chose, on va peut-être pas, on va essayer de se contrôler, et on va peut-être pas passer ses nerfs sur les clients. Voilà, ça peut être de garder le sourire, garder la bonne humeur, ou alors s'il y a des tensions avec le public, de rester calme, d'essayer de gérer ça. Voilà, on est avant tout des êtres humains, et les émotions sont aussi, ça peut être difficile de les gérer, donc ça peut être aussi un facteur de risque. Okay. Après, pour les travailleurs sociaux, les travailleurs de la santé, ça va être le contact avec la souffrance, le contact avec la mort, tout ça.
Ça fait partie d'une catégorie de facteurs de risque. On a après le degré d'autonomie et la marge de manœuvre. Donc là, comme le titre l'indique, hein, ça va être l'autonomie qu'on va laisser aussi à l'employé. S'il y en a trop, pas assez, encore une fois, c'est assez individuel, mais ça va être l'ennui au travail qui va être un facteur de risque, la prévisibilité du travail ou de la charge de travail. Ce qui va être aussi important, c'est est-ce qu'on donne assez accès au développement des compétences, aux formations. Voilà, tout ça. Donc, il y a aussi, on voit des facteurs de protection à mettre en place, hein, à contrario des facteurs de risque. Ça, c'est l'entretien professionnel, non, qui est devenu obligatoire, enfin, qui est obligatoire pour aller sonder les besoins de formation, d'évolution professionnelle et d'employabilité des collaborateurs. Ça, c'est une des réponses de l'administration d'avoir rendu obligatoire cette partie-là, quoi. Oui, tout à fait. C'est partie des mesures, oui. On a après, on peut parler du coup des rapports sociaux au travail. Ça peut être les relations entre les collègues et si on se sent bien intégré au sein du collectif, s'il y a quand même de la coopération. Ça peut être tout ce qui va être aussi la sécurité liée à la rémunération, à la carrière, à son emploi. L'attention aussi au bien-être du coup de l'entreprise à ses collaborateurs, mais ça peut être aussi les relations avec l'extérieur de l'entreprise, la perception de l'entreprise par les clients ou alors la valorisation sociale du métier, tout ça, voilà, ça peut aussi faire partie de facteurs de risque. On a les conflits de valeurs qui là c'est tout simplement si on a la perception que son métier a ou pas de l'utilité. C'est aussi un facteur de risque. Et enfin, la dernière catégorie, en tout cas qui est tirée du rapport Golac, c'est l'insécurité de la situation de travail. Donc sécurité de sa carrière. Ça peut être aussi le fait que est-ce qu'on va être capable physiquement de garder son emploi tout au long de sa vie, parce qu'il y a des emplois, si on vieillit, on va avoir un peu moins de force physique, et du coup, est-ce qu'on va pouvoir aussi continuer d'être dans cet emploi-là Ça va être aussi toutes les restructurations que l'entreprise peut mettre en place. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de gens qui restent dans leur emploi alors qu'ils s'y plaisent pas, parce que justement, ils ont des crédits à payer, ils ont la voiture, les enfants et machin. Et du coup, je veux dire, partir d'un travail, c'est mettre en péril, entre guillemets, sa famille. Donc, et ça oblige les gens à rester dedans. Donc, il y a différentes personnalités aussi. Il y en a qui sont plus à l'aise à partir et à avoir moins peur de ce genre de choses. Mais globalement, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve assez souvent, quoi. Je suis bloqué dans mon emploi. Mais non, t'es pas bloqué. T'es pas bloqué. Enfin, tu peux faire autre chose, t'inquiète pas, ça va aller, quoi. Puis t'es pas. Après, on a aussi cette tendance, et du coup ça reboucle un peu ce que dit Agnès, cette injonction de bonheur au travail, cette injonction d'épanouissement au travail, qui est un vrai fléau en fait, qui touche principalement les cadres. Et pourquoi? Puisqu'auparavant, l'encadrement, sa définition, c'était qu'il manageait des gens et qu'il encadrait des équipes. Maintenant, regardez le nombre de cadres qui ne managent plus personne, qui sont tout seuls, qui ont des boulots d'expertise, ça n'a plus de sens. T'es cadre et t'es consultant et t'as plein de clients. Voilà, par exemple, des consultants où ça dégueule, excusez-moi du mot, mais vraiment de manière extrêmement importante. Et pour le coup, on se dit, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et après, cette injonction d'épanouissement professionnel dans lequel on doit avoir une carrière ascensionnelle, épanouissante, réalisation de plein de tâches super, dans la vraie vie, ça n'existe pas et ça n'existe pour personne. Et ça n'a jamais vraiment existé. Et donc, pour le coup, cet surinvestissement de la nouvelle génération de cadres, de mon point de vue, a été une connerie qui est en train d'être payée actuellement fort. La singularité des non-cadres, comme le dit Agnès, c'est les non-cadres, c'est vraiment un moyen plus utilitaire, le travail. Je modère, parce qu'il y a des artisans, tout ça, donc je modère. Mais il y a un côté, j'investis quand même beaucoup ma famille, mes amis, mes sorties. J'ai un plus petit niveau de vie, peut-être, mais je compense. Le cadre, il a voulu un peu tout, c'est-à-dire qu'il a voulu et un peu de vie de famille. La fameuse, je ne sais plus comment on appelle ça, là. C'est pas la pression psychologique sur les femmes, c'est comment le poids moral, mental, les charges mentales. La charge mentale, pardon. Ouais. Qui est un point global. La charge mentale peut aussi agir sur les hommes. Oui. Bien évidemment. Et c'est vrai que du coup, cette charge mentale, elle est amplifiée. Elle n'est pas nulle donc, mais regardez les reportages, elle est amplifiée, c'est-à-dire il faut que je me lève à 7h et que je rentre à 21h, et à un moment donné, ça rend fou. Ça rend complètement dingue. Et du coup, ce côté développement personnel, et je dois être heureux, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit au malheur, par définition, c'est pas possible, je peux avoir de coup de spleen, fait qu'à un moment donné, si vous n'êtes pas heureux, vous dites j'ai un problème.
Et donc, comme j'ai un problème, eh bien, très souvent, ça ne peut pas venir de moi, ça vient d'un tiers. Et donc, de qui c'est qui est le problème, quoi. Et donc, on va essayer de trouver, ça peut être un coup le manager, un coup le conjoint, un coup l'entreprise, parce que c'est compliqué, parce qu'on m'a dit que je devais être heureux au travail. C'est compliqué d'avoir de la distance et de se dire, bien, j'ai un boulot, qui a des hauts et des bas, mais globalement, c'est OK. Et bien, le globalement, c'est OK, c'était très accepté jusqu'à la fin des années 90, ça ne l'est plus du tout maintenant. Et vous avez aussi toute une nouvelle génération de trentenaires qui, il n'y a jamais eu autant de reconversion, autant de réflexion sur la suite, mais il y aura des désillusions. Parce que la manière d'aborder le travail, et de mon point de vue, n'est pas la bonne manière de le faire. Il y a la manière de communiquer aujourd'hui, effectivement. En fait, on te vend une entreprise géniale, avec des missions géniales, des valeurs super fortes et des machins et des trucs. Et en fait, on te vend, entre guillemets, une coquille qui est un peu vide quelque part. Mais ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est un petit peu obligatoire pour pouvoir attirer des gens chez toi. Et donc, du coup, il y a la désillusion quand ils rentrent chez Oui. toi. Ça peut marcher un temps, mais du coup, parfois, ça marche Bah, pas très, très longtemps, quoi. ça donne du balance ta startup. Alors c'est vrai que Romain a dit tous les cadres n'ont pas leur travail pour passion. Mais l'une des particularités, donc carriériste, c'était surtout assimilé au cadre. Et à un moment donné, dans des grandes entreprises, c'est difficile de rester au même stade. C'est compliqué, c'est complexe. Plus difficile que pour d'autres. On admet moins le fait qu'un cadre puisse dire non à une promotion. C'est moins intégré dans les gènes. Et donc, à un moment donné, vous voyez bien, si vous êtes dans la team des winners, vous n'êtes plus dans la team des winners. Et donc, c'est complexe. Bien sûr, et heureusement que les cadres ont d'autres sujets. Mais je dirais que par rapport au non-cadre qui est plus intégré, pour lequel il y a quand même cette volonté d'avoir une réalisation. Et puis, il y a aussi le sentiment, ne l'oublions pas, d'un déclassement de cadre qui, à un moment donné, se dit, est-ce que ça en vaut, est-ce que mon investissement vaut, est-ce que le jeu en vaut la chandelle finalement? Est-ce que ma force de travail, est-ce que mon implication par rapport au salaire proposé, par rapport au temps de travail fourni, est-ce que ça vaut la chandelle? Et du coup, on est amené à s'analyser. Et généralement, on va se dire, mais c'est le problème, c'est mon travail, c'est mon entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on est à un changement de paradigme très fort qui va s'amplifier avec des métiers qui, jusqu'à présent, dans l'encadrement, pour la petite histoire, quand on parlait au début de la réforme de la data, de la nouvelle technologie dans le monde des RH, début des années 2000, 2005, on était tous persuadés que ça allait toucher l'école bleue. Et que l'école blanc, par définition, comme ils sont dans la réflexion, dans l'analyse, etc., ils ne seraient pas touchés par ça. Là, je vous laisse regarder ce qui est en train de se passer actuellement avec la situation du Covid. C'est pas vrai. Ceux qui vont être très impactés, c'est aussi l'école blanc. Et donc, ils n'étaient pas du tout préparés à ce côté. La data, mécaniquement, je vais être dedans. Ben non, il y a des situations où ça va être enlevé. Moi, je me souviens d'une boîte là, où maintenant, le data scientist, qui matrice, il est nettement mieux payé que les juristes. Ben ça, il y a 15 ans, c'était pas OK. L'IT était moins payé que les juristes ou les avocats. Ben maintenant, c'est plus le cas. Donc, on a des changements de paradigme et qui vont très vite. C'est-à-dire que l'une des particularités de notre époque aussi, qui explique une situation de stress, et vous le voyez, c'est des bouleversements très rapides. Le monde du travail en 10 ans a considérablement changé et le cerveau humain n'a pas considérablement changé. Donc, il faut des temps d'adaptation et l'entreprise demande d'aller plus vite, toujours plus vite. Donc, au bout d'un moment, on n'est pas tous câblés de la même manière, on n'a pas tous les mêmes histoires, on n'a pas tous le même corpus. Et donc, pour le coup, c'est pas si facile entre la théorie et la pratique. Ça, c'est très juste ce que tu dis. C'est le fait que notre cerveau, en fait, il évolue pas aussi vite que nos conditions de travail. Et encore pire, enfin, je veux dire, nos conditions de travail depuis, on va dire, 30, 50 ans même, elles ont évolué progressivement. Là, en période de Covid, on a évolué en moins d'un an, quoi. En un an, on a été forcés de tous en télétravail. Pour ceux qui avaient la chance encore de pouvoir continuer de travailler en télétravail, d'autres se sont arrêtés complètement de travailler. C'est une crise, hein, faut pas l'oublier. Et notre cerveau, en fait, voilà, il est ce qu'il est, et notre évolution, elle est ce qu'elle est. Et il a fallu s'adapter, mais sans avoir en fait les clés vraiment pour, quoi. Et ça va avoir un impact clairement sur plusieurs décennies, quoi. Ça c'est sûr et certain. Sûr et certain. Je vois qu'il y a les commentaires aussi. Tous les cadres n'ont pas que leur travail pour passion, heureusement. Oui, c'est ce que je répondais du coup, effectivement. Heureusement. Carrément, l'IT c'est le power, l'élite, ce fut le cas dans mon groupe, des directeurs sont moins payés que le staff de la DSI et développeurs.
Bon, est-ce que ça, on est peut-être pas trop dans le sujet des RPS du coup. Ça, c'est plutôt C'est la perte de sens, en fait. C'est la- C'est avant des gens qui étaient à des fonctions régaliennes, par exemple des DRH, qui avant avaient un poids et qui se retrouvent maintenant supplantés ou avec un moins forte autorité par Voilà. notamment la question de l'IT et de l'informatique. Je pense que c'est plus sous cet angle-là. Ouais, et ça fait carrément sens. C'est-à-dire que effectivement, l'IT a pris beaucoup plus de force et d'autres types de métiers ont été relayés à l'arrière, quoi, à l'arrière de la troupe. Ok. Je suis d'accord, Romain. Mais on va y revenir un peu dans le pragmatisme aussi du monde du travail. Ouais. Mais on va poursuivre avec la mesure des RPS. Comment on mesure les RPS? Alors, comment on les mesure? C'est une excellente question. Alors, la mesure des RPS n'est vraiment pas à prendre à la légère et c'est aussi complexe que sa définition, en fait. Voilà, encore une fois, dans les rapports qui ont été publiés, etc., on a essayé de donner un cadre, mais ce qui en ressort, c'est que c'est vraiment complexe. Ce qu'il est par contre intéressant de faire, c'est d'évaluer à la fois les conditions de travail et aussi l'état psychologique des collaborateurs. Et aussi, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'adopter une démarche qui soit cohérente et se poser quelques questions. D'abord, qu'est-ce qu'on veut évaluer? Préciser vraiment ce qu'on veut évaluer, que ce soit quand même clair dès le départ. Ensuite, quels outils utiliser? Et enfin, quelle est la finalité de l'évaluation? Parce qu'il faut aussi faire super attention. L'évaluation, c'est pas une fin, c'est un moyen. Donc, il faut aussi mettre en place des actions derrière. C'est pas juste dire, OK, je vais évaluer l'état de la perception du stress chez mes collaborateurs. C'est bien de mettre en place éventuellement ce genre de questionnaire, mais si c'est juste comme ça à la louche et qu'en plus il n'y a pas vraiment de trucs pas d'actions qui sont mises derrière, bon, est-ce que c'est vraiment pertinent? Ça m'étonnerait. Donc, il faut faire super attention aussi à ça. Et du coup, au niveau des outils, je pense qu'il faut cumuler une approche quantitative et qualitative. Donc, l'approche quantitative, c'est l'approche qui va utiliser des questionnaires. Voilà, mesurés par des chiffres, etc. Donc, utiliser des questionnaires le plus possible validés scientifiquement, qui ont été publiés, par exemple, dans des revues soumises à comité de relecture. Voilà, vraiment choisir des indicateurs fiables. Il y a énormément de choses qu'on peut mesurer par des questionnaires. Le niveau de stress, la qualité des relations sociales. Ça peut être aussi utiliser des questionnaires qui sont inspirés des facteurs de risque. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur le site de l'ANACT et de l'INRS. Ils donnent aussi quelques conseils et ils dirigent vers certains questionnaires. Mais ce qu'il faut aussi faire, c'est pour avoir une mesure et une évaluation un peu plus juste et plus complète, il faut aussi faire une approche qualitative, c'est-à-dire qu'en plus des questionnaires, il faut se dire, OK, je vais mettre en place peut-être des entretiens individuels. Donc, des entretiens avec, si on ne peut pas faire avec tous les salariés, avec un échantillon de salariés, et c'est des entretiens vraiment en one-to-one, où on va pouvoir essayer d'approfondir un petit peu plus ce qui se passe, comment se sent le salarié, etc. Ça peut être aussi des focus group. Là, on va prendre X nombre de salariés, je ne sais pas, 5, 10, 10 ça commence à être un petit peu beaucoup, mais à peu près 5 salariés, et on va pouvoir mener un entretien et essayer de comprendre et du coup soulever quelques problématiques s'il y en a. Tu les prends dans une salle de réunion et tu leur poses tous les mêmes questions et tu leur fais Oui, faire... en fait, ça va être une conversation de groupe, en fait. Du coup, les gens aussi pourront rebondir sur ce que leur collègue a dit. Enfin, voilà, ça peut être aussi super enrichissant de faire un focus group. Mais ça peut être aussi des observations, terrain, voir le poste des employés. Ça peut être aussi l'analyse de documents RH, notamment pour voir le taux d'absentéisme, de turnover et tout ça, en fait. Donc, il faut vraiment coupler ces deux approches. Et on le voit encore plus avec le stress. Comme on l'a vu, le stress, ça résulte de stresseurs et de stressabilité. Les stresseurs, c'est les facteurs qui vont conduire à du stress. Ça, on peut les mesurer par des questionnaires. Par contre, la stressabilité qui est vraiment à un niveau individuel, là, en revanche, c'est quand même intéressant de faire des entretiens individuels pour mesurer cette sensibilité-là. D'où cette double approche. Je me permets de rappuyer à ce niveau-là sur l'approche quantitative que chez Team Builder et Cognitiva Consulting, en fait, on a fait un rapprochement et les questionnaires validés scientifiquement pour évaluer le niveau de stress, les relations sociales, niveau de burn-out, tous les facteurs de risque en fait des RPS, et notamment aussi parce que vous avez fait évoluer vos questionnaires en réponse au Covid pour évaluer ces RPS aussi en télétravail. C'est des choses qu'on intègre dans la solution de Team Builder qui sont produites de manière anonyme aux collaborateurs et qui permettent de remonter des informations quantitatives. Alors au niveau qualitatif, reste à la charge du manager quand même
et du RH d'aller chercher l'information sur le terrain aussi, parce que c'est son métier d'aller appeler ses collaborateurs et d'aller prendre de l'information directe avec des entretiens individuels. Ça, c'est super important, quoi. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être aussi une première approche. Ça va être des petits questionnaires, ça va pas être quelque chose de trop long. Voilà, ça peut être vraiment une première approche pour essayer de sonder un petit peu et éventuellement après approfondir avec d'autres questionnaires validés qui sont aussi reconnus, etc., qui ont fait leurs preuves. Donc ça peut être vraiment une première approche super intéressante pour voir un petit peu comment ça se passe au sein de l'entreprise. Après, pour la mesure des RPS, ce qui est aussi possible de faire, c'est des audits beaucoup plus approfondis, mais là, c'est vraiment quelque chose de lourd. Et de toute façon, que ce soit pour un audit ou même mettre en place une démarche de mesure, c'est quand même super important d'impliquer l'ensemble des parties prenantes, tous les acteurs, de sensibiliser un petit peu tout le monde et aussi de faire appel à des professionnels, des médecins du travail, des psychologues du travail. Enfin, voilà, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Alexander, je rebondis sur ta question. Comment rassurer les employés que leurs réponses à un questionnaire ou un entretien individuel ne seront pas partagées à leur employeur manager? Ça, c'est la responsabilité du tiers, on va dire, votre prestataire. C'est quand vous prenez une solution, vous devez vous assurer que déjà, il est RGPD et que les questionnaires sont anonymisés et que contractuellement aussi, il n'aura pas accès à ces informations. Il aura accès à des analyses globales, mais il n'aura pas accès aux réponses individuelles de ses collaborateurs. Sauf si vous dites dans le questionnaire, vous devez toujours, au début d'un questionnaire, décrire le cadre, n'est-ce pas, Emma? Donc, vous décrivez le cadre de l'étude, vous indiquez pourquoi ce questionnaire est fait, dans quel cadre, etc., qu'est-ce qu'il va mesurer, machin. Donc, vous donnez de l'information à la personne qui va répondre au questionnaire. Ensuite, vous notez bien que ce questionnaire est bien anonymisé et que les réponses ne seront pas communiquées. Et c'est un engagement, en fait, de la personne qui vous fait passer le test, de la solution sur laquelle vous allez passer le test, qui est engagée. C'est sa responsabilité qui est engagée. Et du coup, il doit vous assurer ça. Maintenant, vous pouvez aussi demander des éléments contractuels et sur nous, nos contrats, particulièrement, on a des clauses comme ça sur tel type d'analyse. En fait, vous n'avez pas accès à ces données-là. Vous avez accès que à des analyses globales à l'échelle d'une entreprise totale. Donc, ça vous montre, en fait, ça remonte des indicateurs qui sont importants parce que à l'échelle globale d'une société, potentiellement d'un service, vous pouvez mener des actions pour aller enquêter cette approche qualitative en disant bon, il y a un souci, je vais peut-être reposer des questions là pour le coup re-anonymes pour aller réduire cet entonnoir, pour aller sonder vraiment quel est le problème majeur de ces RPS, et puis ensuite se dire ok, j'ai évalué le problème avec un psy, un accompagnant, un consultant on a des consultants aussi chez TeamBuilder qui accompagnent une heure par semaine nos clients pour co-construire justement ces questionnaires, les lancer, les accompagner, etc. Et du coup, aller vraiment recueillir le vrai besoin et la vraie action à mener sur le terrain. Et on s'aide d'anciens DRH, notamment Julien qui nous a pas encore rejoint sur ce point, mais j'aimerais profiter de sa science parce que après avoir été ancien DRH chez Bolloré et chez Chanel, tu as dû vivre quand même pas mal de situations un petit peu cocasses et t'as dû répondre en derrière. Nous, on s'aide aussi de l'autre côté, en fait, d'autres DRH et d'autres fonctions RH, des personnes qui ont de l'expérience là-dedans. Donc, on a les anciens DRH de McDo, de Sushi Shop, ce genre de choses qui sont derrière nous aussi, qui nous aident à avoir des vrais conseils pour nos clients. Et du coup, Julien, là, on le fait en direct. Est-ce que ça t'intéresserait un jour d'intervenir à partir des analyses qui sont faites sur nos clients pour justement prodiguer tes bons conseils si on a une situation qui est un petit peu touchy? Ah oui, je ne sais pas si c'est des bons conseils, prodiguer des conseils. Après, je ne sais pas s'ils sont bons. Après, j'ai tendance à dire les choses. On a un peu bossé ensemble, j'ai tendance à être assez transparent. Donc, avec plaisir. Si je peux modestement contribuer, je suis toujours partant. Ok, avec grand plaisir. C'est cool. Bon, merci au webinaire. Vous êtes tous témoins. C'est bon.
C'est une forme de Euh, stress, ça, non, Emma? On est d'accord? ah ouais, ouais, ouais. C'est Là, une pression, quoi. je suis On est pressé. d'accord, on est Oh, d'accord. il y a aucune pression. Il y a Des aucune conseils pression, un peu. Julien. Voilà, on n'est pas sur une obligation, bien évidemment. Mais moi, ça me ferait très plaisir, justement, parce que à chaque fois que je discute avec toi, tu es toujours plein d'enseignements, tu as beaucoup d'expérience dans ce métier. Et du coup, c'est toujours un réel plaisir d'échanger avec toi. Donc, limite, si c'est juste un appel de 15 minutes, bah, moi, ça me va très, très Ah bien, bon, on tu va vois. s'arrêter là, hein. Du coup, moi, c'est bon. C'est une très bonne journée. Du coup, mesure des RPS, donc effectivement, approche qualitative, quantitative et puis qualitative. Ensuite, réponse à ça. Du coup, tu parlais de promotion du bien-être. Ouais. C'est quoi la liaison Promotion. avec ça? Bah, du coup, c'est bien hein, de prévenir les RPS, mais il faut aussi, en plus de prévenir les risques, il faut promouvoir le bien-être au sein de l'entreprise, bien évidemment. Et donc, quand on parle de bien-être, on peut parler de bien-être hédonique ou alors eudémonique. Bien-être hédonique, ça va être le travail ressenti, le plaisir, la satisfaction matérielle que le travail va procurer. Ça va correspondre au niveau voilà, au niveau de plaisir, au niveau de confort. Le bien-être eudémonique, lui, va plutôt renvoyer à la notion de bonheur plutôt que de plaisir. Ça va être le travail pensé, le sentiment d'avoir des buts, que notre vie a du sens, la volonté de se réaliser. Voilà, ça va plutôt toucher le bien-être démonique. Donc, ce qui est important, c'est d'essayer au maximum de pas tomber dans le piège de se dire ok bien-être hédonique machin très bien je vais mettre un baby foot on va mettre une salle avec des jeux vidéo etc salle de massage et super formidable augmentation du bien-être des salariés paf performance augmentée aussi et en fait non il faut pas juste tabler sur ce bien-être là qui va être peut-être un peu plus à court terme il faut réellement aussi et pour moi en tout cas après ça n'engage que moi mais c'est limite presque le plus important le bien-être démonique redonner du sens et de la valeur au travail. Euh, voilà, il faut vraiment activer des leviers pour ces deux types de bien-être. Pas uniquement se dire, ok, mais en fait, oui, c'est plus facile de mettre en place des moyens pour augmenter le bien-être hédonique, mais voilà, ça ne suffira pas en tout cas. Ok, ok, ça marche. Là, rapidement, du coup, l'entreprise peut Ouais. mettre en place des actions pour promouvoir et améliorer le bien-être au travers de. Donc Alors là, là, c'est pas encore une fois, on n'est pas sur une liste exhaustive. Il y a plein de choses qui peuvent être voilà, qui peut être mises en place. Mais donc comme j'ai dit, réduire les facteurs de risque, valoriser les facteurs de protection. Ça peut être aussi ce qui est très important. Hein, on le redit, mais les relations sociales, être attentif aux autres également, c'est de se dire faire attention aussi à ses collègues, à ses collaborateurs. Essayer de voir si par exemple il y a un changement de comportement. Du coup, essayer de demander si tout va bien. Voilà, être attentif. Pourquoi pas, je sais pas, désigner des ambassadeurs ou alors des personnes relais pour que les collaborateurs qui ont un petit coup de mou, qui se sentent pas très bien, puissent aussi aller se confier à ces personnes-là. Ça peut être et on en parle souvent de respecter l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, avec notamment le droit à la déconnexion, parce qu'en fait, on se rend compte aussi qu'on est tout le temps sursollicité de mails, ça peut être des mails tard, et voilà, et en fait, on a toujours notre smartphone, donc on a toujours accès à ces informations, et c'est super important pour le bien-être aussi mental d'avoir ce droit à la déconnexion et de se dire, ok, je suis en hmm. week-end, j'ai fini ma journée de boulot, stop, j'arrête, et vraiment de se consacrer après à sa famille, à ses loisirs, voilà, à d'autres choses. Donc respecter ça, ça peut être également favoriser l'autonomie des employés, hein, on l'a vu, développer le soutien social et également promouvoir le bien-être individuel, sensibiliser aussi à ça. Et là, le bien-être individuel, c'est aussi une responsabilité de chacun. Je vais te laisser passer du coup à la slide suivante. Ouais, bien sûr. Chacun doit prendre soin de sa santé. On est responsable aussi de notre propre bien-être et de notre santé. Alors là, clairement, c'est des conseils, on va dire, au bateau. Oui, c'est du bon sens. Oui, c'est des règles élémentaires d'une bonne hygiène de vie. Mais en fait, parfois, il faut aussi le rappeler, tout simplement. Voilà, alimentation, avoir une bonne alimentation, parce que notre cerveau a besoin de nutriments aussi pour bien fonctionner. L'activité physique, parce qu'on sait. Alors, l'activité physique, attention, hein, on fait aussi en fonction de ses capacités. Et il faut aussi que ce soit plaisir. On va pas courir un marathon parce que le voisin fait le même alors qu'on n'est pas capable de le faire, tout simplement. Et en plus, si on déteste courir, bon, est-ce qu'il y aura vraiment un bénéfice? Je suis pas sûre. Donc, trouver une activité physique qui nous plaise aussi et qui soit adaptée à nos capacités, mais ça va permettre de favoriser la santé cardiovasculaire. Ça va permettre aussi de produire les hormones du bien-être, donc les endorphines, la dopamine, la sérotonine, etc. Et c'est aussi un facteur de protection contre la dépression et l'anxiété. Ça, on le sait. Donc c'est super important. On a les relations sociales. Là, et encore une fois, là, c'est plutôt la qualité des relations sociales qu'on va avoir plutôt que la quantité.
Encore une fois, on a tous eu cette expérience, on peut avoir plein d'amis, mais les vrais amis, on a tendance à dire qu'on les compte voilà, sur les doigts d'une main. Donc c'est réellement la qualité des relations sociales qui va être importante. Ensuite, bien évidemment, lutter contre la consommation des substances toxiques, avoir un bon sommeil, parce que quand on a mal dormi, on va être irritable, énervé, on va un peu moins réussir à se concentrer, troubles de l'attention, difficultés de mémoire également. Et puis après, les pans, gestion des émotions, gestion des pensées. Donc ça, on peut aussi mettre en place pour les émotions et le stress, des petites choses, hein, la méditation, la relaxation, voilà, la cohérence cardiaque. Il y a aussi des petits tips à mettre en place un petit peu tous les jours pour que ça aille bien. Mais en tout cas, super important aussi de prendre soin de soi. Ok. Alors, là, du coup, ça, c'est la partie de Julien. Julien, quelles obligations ont les employeurs? Qu'est-ce que c'est un accord collectif? Est-ce que le ANI, là, c'est ça un accord collectif? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Alors, effectivement, en France, c'est pas le seul pays, mais on va dire que théoriquement, on accorde beaucoup de poids aux accords collectifs qui sont signés en interne. Donc là, vous allez avoir de l'accord sur l'égalité homme-femme, de l'accord sur les seniors, de l'accord sur la vie privée, vie pro, de l'accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et de l'accord sur les risques psychosociaux. Et vous en avez des tonnes, en fait. Ce sont des obligations généralement dévolues aux entreprises, soit de plus de 300 ou de plus de 1000. Il y a des évolutions, enfin globalement, on est quand même sur des tailles d'entreprises importantes. Et c'est important d'avoir en tête, vous pouvez être sanctionné si vous ne négociez pas un accord collectif. Mais vous pouvez très bien négocier un accord collectif complètement creux, ou tellement théorique, tellement un copier-coller des textes législatifs que vous n'allez pas en faire grand-chose. Et là, vous n'avez pas de sanction. Donc c'est bien, bel et bien, vous n'avez même pas besoin d'arriver à un accord. Souvent, on demande à l'entreprise d'initier la démarche pour signer un accord collectif avec les syndicats. Mais si ça n'aboutit pas, vous avez quand même fait la démarche. Bon, l'intérêt, c'est quand même que l'entreprise arrive avec un accord collectif. C'est quand même l'essence même de la direction des ressources humaines. Donc, c'est généralement ce qui va arriver. Mais quand vous regardez la teneur des accords collectifs, très souvent, vous êtes déçus parce que c'est très générique. Finalement, on va s'engager à suivre le taux d'arrêt de travail pour en venir au RPS. On va s'engager à rappeler que l'entreprise elle dit que c'est pas bien le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. On va s'engager à faire une charte, à faire de la communication. C'est le grand truc des RH, ça, depuis 10 ans. C'est la communication. Donc, on va s'engager sur des choses, mais qui n'ont pas de valeur de contrainte, qui ne contraignent pas l'organisation. Vous ne verrez par exemple pas est-ce que l'entreprise s'engage, dans le cas d'une situation de harcèlement avéré, à sanctionner lourdement l'auteur de harcèlement? Ça, vous ne le verrez pas. Vous verrez. Ce qu'on verra, c'est quoi? C'est envoi d'un mail global qui Même précise. Non, pas du tout. Vous verrez, l'entreprise rappelle les dispositions de l'article XX stipulant que le harcèlement se définit comme tac 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 et dispose ou expose qu'elle fera son maximum en diligentant une enquête interne de manière à y mettre un terme si la situation survient. Bon, vous donnez ça à un salarié, c'est joli en soi, c'est joli, Ouais, mais c'est c'est quand global. même un peu désincarné, c'est un tout petit peu désincarné. Donc, ça a le mérite d'exister, parce que ça a le mérite d'exister, mais foncièrement, trop souvent, on va aller sur un terrain de com, et c'est pour ça que les accords, mais je pourrais avoir exactement le même discours avec l'égalité homme-femme, donc vous voyez que c'est encore pas complètement ça, ou les seniors, c'est pas complètement ça non plus. Bon, il y a plein d'autres thématiques où ça a le mérite d'exister et de poser la question avec des syndicats. Maintenant, quand je vous invite à regarder les accords collectifs de votre entreprise si vous y êtes, c'est trop souvent un peu light. Après, qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre de plus? Bon, on pourrait challenger, hein, bien sûr, le sujet, mais c'est souvent un peu décevant. C'est rare. Il y a des entreprises, et je dirais que c'est presque dans des entreprises très innovantes, un peu dans des startups, que vous allez trouver des choses assez ambitieuses qui sortent du cadre. Donc, vraiment, dans les entreprises un peu plus grosses, c'est plus compliqué. Il y a de la matière, parce qu'il faut du texte. Donc, moi, on était des machines à pondre du texte. Après, concrètement, ça manque souvent. C'est un peu décevant sur cette partie-là. Ouais, clairement. Du coup, à qui demander de l'aide? En interne, là, on peut demander du coup de l'aide à son manager, mais si son manager, c'est le harceleur, qu'est-ce qu'on fait? C'est à qui que tu poses la question? À vous deux.
Bien évidemment qu'on ne va pas aller demander de l'aide au manager qui est harceleur. Je pense que ça les a compliqués. Mais voilà, il faut savoir qu'on peut quand même se tourner vers certaines instances au sein de l'entreprise. Voilà, c'est supérieur hiérarchique, en tout cas, si c'est possible. Les ressources humaines, après, Julien pourra peut-être, en tout cas, s'il souhaite intervenir, dire un mot là-dessus. On peut aussi parler des représentants du personnel. Ça peut être aussi des collègues, très important. Savoir qu'on peut aussi se confier à ses collègues, très très important. Ça peut être la médecine du travail. Après, en externe, ça peut être bien sûr son médecin traitant, son entourage également, et d'autres professionnels comme un psychologue ou un psychiatre. CSE, je tiens à rappeler parce que on voit de plus en plus en fait de jeunes générations qui ne savent même plus ce que c'est en fait ce terme, le comité social et économique. Hein, c'est anciennement les syndicats, les délégués du personnel. CE, DP, CHSCT. Le CE, et du coup qui était rattaché à des syndicats avant. C'est pas ça? Non, pas forcément. D'accord. On a avec les accords collectifs, c'est négocié avec les syndicats. Et les CE, les ex-CE, DP, CHSCT n'avaient pas forcément d'étiquette syndicale. D'accord, ok. Donc du coup, c'est des élus des collaborateurs. À partir de combien de collaborateurs, du coup, c'est obligatoire ça? Alors, maintenant, les nouveaux seuils ont changé. Fut un temps, par exemple, pour les DP, c'était plus de 10. Maintenant, de mémoire, c'est les mêmes seuils. Alors après, c'est plus simple parce qu'il y a un organe. Enfin, c'est plus simple. En fonction du nombre, de mémoire, c'est 10. J'ai pas les chiffres en tête, donc je vais pas dire de bêtises parce que j'ai pas rafraîchi mes données en la matière. Mais avant, c'était CHSCT 50, c'est idem, et les DP 10 salariés, équivalent temps plein sur toute une année. D'accord, ok. Maintenant, les seuils ont effectivement évolué, mais pareil, un peu comme en politique, vous avez de moins en moins de gens qui se présentent. Et c'est un vrai problème. Alors au début, c'est marrant, mais au bout d'un moment, c'est un vrai problème. En termes de syndicats, pour négocier, déjà, vous avez peu de gens. Et des personnes qui sont représentants des salariés en interne, qui jouent vraiment leur rôle. Vous n'en avez pas non plus, pas beaucoup. On y reviendra peut-être dans la slide suivante, notamment lié à l'organisation plus individualiste des choses. Et c'est dommage. Donc ouais, effectivement, on va y revenir justement sur cette notion. Enfin, on en avait discuté aussi que ces organismes qui sont faits pour aider les collaborateurs à la base, pour pouvoir recueillir les témoignages d'une manière unifiée, pour pouvoir parler directement avec une voix unique au patron et ensuite aller mener des actions. Et ben typiquement, ça n'a pas trop le vent en poupe en ce moment parce que ça a une image un peu, voilà, les syndicats, puis une image un peu vieille. Ça date de l'ère industrielle un peu ce truc-là. Ah oui, c'est vraiment né post-révolution industrielle, vraiment au tout début du XXe siècle. Les organisations syndicales arrivent avec toutes les mutuelles, les prévoyances, ce qu'on appelle maintenant les fameux acquis sociaux, les semaines de congés payés, etc. Ça vous aura pas échappé, depuis les dernières années, il y a beaucoup moins de choses qui naissent des organisations syndicales. Le taux de syndicalisation en France est dramatiquement bas, et l'une des explications par rapport aux pays nordiques, c'est que même quand vous n'êtes pas dans une organisation syndicale, vous bénéficiez de tous les avantages des accords. Donc de toute façon, vous avez en gros, pour beaucoup, c'est une exposition, vous êtes un salarié protégé, mais pour certains, c'est... merci beaucoup, Oliane, donc c'est bien ça, c'est 11. Et donc du coup, vous avez cette exposition vis-à-vis d'une direction. Or, normalement, l'intérêt, c'était d'avoir vraiment des interlocuteurs avec une liberté de ton en capacité de vous sensibiliser, la RH, sur soit des dérapages ou des situations parfois personnelles de salariés, vraiment perso, mais de vous tenir un peu informé. Par exemple, Valérie, actuellement, c'est un peu compliqué. Je ne peux pas rentrer trop dans son détail, mais juste ménager-la un peu parce qu'elle a appris un truc de pas très marrant la semaine dernière. Bon, au moins, vous le savez. Sauf que les relations se sont distendues. Je ne vous parle même pas du télétravail, qui est un cauchemar, parce que vous n'avez plus de relations directes. Où là, pour le coup, cette relation, moi, vraiment, j'insiste sur le fait qu'à la base, on est des êtres humains, vraiment. Alors, je dis pas, comme bien, on a besoin de se toucher, etc., qu'on n'y prenne pas une intention malaisante. Je dis qu'on a besoin d'avoir de la connexion, on a besoin de voir le regard de l'autre, on a besoin de voir comment ça va, on a besoin de ça. Et que l'isolement des uns et des autres, et même dans les grandes organisations, c'est une énorme connerie. Et que foncièrement, on a besoin de... parfois, les mots, vous savez, le fameux « ça va », bon, qui est un peu désincarné, mais enfin, c'est important d'entendre ça. Et je dirais que pour moi, l'intérêt quand même des RH, mais d'une manière générale des managers, c'est d'analyser ce que pour l'instant l'outil ne peut pas faire. Et trop souvent, on l'a délégué.
Et ça, c'est une erreur qui fait que y a une situation de stress qui mécaniquement augmentée, et c'est bien dommage. Il y avait Flaubert Villiers, justement, qui préconisait ça. C'était l'ancien DRH de McDo qui préconisait d'appeler juste son collaborateur pour lui demander comment ça allait. Et juste ça, pas, sans rien derrière, etc. Donc 5-10 minutes de conversation. Et du coup, quand vous raccrochez avec votre collaborateur, le mec il se dit, attends, il m'a juste appelé pour me demander comment ça allait. Tu vois, et sans il faut que tu me fasses ça, nanani, nanana. Et donc, du coup, ça véhicule quand même, tu vois, du côté un peu positif. Mon RH ou mon manager, il prend un peu soin Ouais. du truc, quoi. Ça fait plaisir. Moi, je rebondis aussi sur autre chose, c'est que là, à qui demander de l'aide en interne, les ressources humaines? Alors, oui, j'ai envie de dire oui et non, parce que aussi, on en a échangé. C'est que les RH, avant, étaient centrés, enfin, c'était des gens qui étaient du terrain, qui te serraient la main, qui étaient là avec toi, etc., etc. Et c'était vraiment du ressources humaines. Et puis, récemment, ces fonctions RH sont devenues des fonctions en fait qui étaient rattachées au comité de direction, du coup. Et Oui, pour le coup, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à la fin des années 80-90, le fameux paternalisme qu'on avait ringardisé, on avait généralement, en tout cas en province ou moins en province, les fameuses administrations du personnel. Vous savez, la fameuse fonction qui a été flinguée et ridiculisée, mais qui quand même était présente. Parfois, c'était des comptables qui avaient évolué en interne, des assistants de direction qui avaient évolué en interne, et qui étaient les chargés d'administration du personnel, les chargés de paye, et qui avaient ce connexion terrain et qui pouvaient relayer un centre d'information. C'est une époque où le développement RH n'existait pas, ou très peu, où on ne parlait pas de toutes ces nouvelles théories. Et puis, la direction RH s'est dit, il faut que absolument j'intègre le comité de direction pour pouvoir toucher les sujets, parce que je ne suis pas au CODIR. Fin des années 80-90, globalement, la direction des ressources humaines n'est pas vraiment présente au CODIR. Il y a toujours des contre-exemples, je suis obligé de faire des généralités, hein, sinon. Fin des années 90, début des années 2000, l'administration du personnel est supprimée au profit de la direction des ressources humaines. Et la direction des ressources humaines, il ne faut pas rêver, elle oublie un point, c'est que quand elle intègre le comité de direction, il va falloir qu'elle produise du KPIs, il va falloir qu'elle produise du chiffre, et ça, elle ne l'avait pas vu venir. Et donc, petit à petit, de manière très lancinante, on a demandé au DRH de produire des KPIs, de suivre des outils, d'alimenter des SIRH. Et il ne faut pas rêver, n'imaginez pas que les directions générales ont surstaffé les directions des ressources humaines. Ça s'est fait au détriment du temps que ces mêmes personnes n'ont pas pu avoir et n'ont pas pu conserver avec le personnel, parce que la bureaucratisation a fait que ça prenait des plombes de contrats, d'avenants, ça a pris des proportions absolument délirantes, ça s'est judiciarisé. C'est à cette même époque, j'en suis un pur produit, hein, à cette même époque que les juristes sont arrivés dans les ressources humaines. Avant, je dis avant moi, pas moi en tant que personne, hein, vous m'avez compris, mais avant que ces années 2000, vous aviez des gens qui avaient notamment des psychologues, des sociologues, bon, il y a des biens et des pas bien, c'est pas ça, mais quand on arrive en début des années 2000, il y a toute une vague de juristes, un peu école de commerce, et maintenant, vous voyez toute une vague de communicants et de marketeurs. Et du coup, alors, entre-temps, on est passé par le Chief Happiness Officer. Donc, ça a été, excusez-moi, pour moi, je suis très défavorable à ça, mais ça n'engage que moi. Et puis maintenant, comme on ne sait plus quoi faire, on se dit non, mais en fait, on ne va plus être ça, on va être HRBP, les Human Research Business Partners. Et puis maintenant, non, en fait, ça ne va pas non plus. On va être les fameux directeurs de la richesse humaine. En fait, excusez-moi, je suis un peu dur, mais c'est assez devenu pathétique. C'est-à-dire qu'en 20 ans, la fonction RH, tout ce qu'elle sait faire, c'est changer de nom. Bon, à un moment donné, ça ne peut pas fonctionner. Et du coup, on a des directeurs de ressources humaines qui se posent la question de même la pérennité. On fera notamment un événement à cet effet pour en parler, mais la pérennité de la fonction, parce qu'elle perd de sa substantifique moelle. Sa valeur à elle, les ressources humaines, c'était de connaître les gens. Mais comment voulez-vous connaître les gens quand vous êtes derrière un ordinateur? Et pour en venir tout à l'heure au télétravail, oui, dans certains cas, c'est voulu. Mais les ressources humaines derrière un ordinateur, moi, vous ne me ferez jamais croire que leur fonction, elle peut être pleine. Et vous n'allez pas passer vos journées à appeler les gens. Ça va quand vous avez des petites équipes. Moi, mes périmètres, c'était entre 300 et 400 personnes. Et c'était majoritairement, quand j'étais chez Bolloré, en tout cas au début, pas au siège, mais des gens en logistique. Si vous imaginez que mes homologues qui sont sur place appellent les ouvriers tous les jours, mais vous vous faites plaisir. Ce n'est pas la réalité. Il n'y a pas de retour. Et j'en veux pas du tout à la DRH qui a pris la suite. Humainement possible. C'est pas faisable. Tu peux pas appeler ça. Mais c'est pas faisable. C'est juste pas faisable. Donc, la difficulté, ça a été d'imaginer, et ça a duré un petit temps court, que la data et que les outils allaient permettre, vous savez, le fameux truc, vous allez pouvoir vous recentrer sur le core business.
Sauf qu'en fait, en réalité, c'est pas ce qui s'est produit. La RH, elle a dû pondre de la norme, elle a dû pondre des KPIs pour montrer, comme elle n'est pas rentable financièrement. Ouais. Je pense que les RH qui sont un peu honnêtes savent ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand vous êtes à un comité de direction, vous comprenez assez vite que vous ne rapportez pas d'argent, vous, par rapport au marketing, par rapport au commercial. Et donc, quand vous remontez des problèmes, vous remontez des problèmes. Et vous ne remontez pas de chiffres. Jamais. Et honnêtement, je sais qu'un jour, c'est un RH qui m'avait dit, et c'était vrai, une entreprise n'est pas une démocratie. Non. C'est pas vrai de dire ça. C'est dur ce que je dis. Je sais que c'est dur, mais c'est pas une démocratie. Donc, vous avez un rapport de subordination qu'on essaye de gommer par des artifices. Les artifices, ça va être par exemple, et ça rend fou aussi. Écoutez bien la manière de présenter les équipes, on ne le présente plus jamais comme c'est mon subordonné, c'est mon employé. Jamais. C'est mon collaborateur. C'est moins +1. C'est moins +1. Tout est archi-gommé. Et c'est pareil aussi, par exemple, dans la manière un peu de fake, je ne licencie pas, je remercie. Eh bien, ces petites tâches insidieuses dans le crâne des gens fait qu'à un moment donné, vous ne dites plus les choses. Or, pour aborder la question des risques psychosociaux, il faut dire les choses. De manière polie, de manière aimable, mais il faut dire. Il faut être en capacité de dire, voilà, j'ai un problème et ce problème, c'est ça. Mais trop souvent, ce qui pose problème, c'est pour ça que des comptes comme Balance, ta startup marche, c'est l'omerta, les gens ont peur. Et donc, il faut essayer de sortir. Loi du silence qui vient de la mafia italienne, tout le monde se taisait, et s'il y en a un qui parle, les autres, ça les engage à parler, et la mafia n'existe plus. Donc la fin de l'omerta, c'est la fin de la loi du silence. Je te laisse continuer. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que pour le coup, la manière du coup de penser l'individualisation des relations dont on parlait avant, parce que Emma parlait de qui on peut solliciter. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs que l'on peut solliciter, c'est l'intérêt. Mais pour ce faire, il faut que vous puissiez le faire en toute transparence, sinon ça ne fonctionne pas ou ça a quand même ses écueils. Et puis la surindividualisation, le fait d'avoir supprimé des équipes, des esprits de corps, alors syndicats, mais pas que. C'est pour ça que je dis que les employés et les ouvriers sont un peu moins touchés par ça. Je dis un peu moins, mais que les cadres le sont beaucoup plus parce qu'ils étaient déjà assez seuls, mais ils ont le sentiment de l'être encore plus, et qu'en plus, eux, ils doivent être corporate, ils doivent être pro-direction. Donc, ils ne peuvent pas vraiment être contre ces malvenus, vous comprenez ? L'ouvrier, ça sera un peu plus toléré, on considérera que c'est partie un peu du truc. Donc, ce qui fait que la manière de pouvoir relayer les choses, relayer les informations, quand vous n'avez pas le droit d'émettre un critique, n'oubliez pas, on est dans un environnement, il faut être positif. Être positif, ça veut dire ne pas dire ce que vous... par exemple, si on me tape, là, comme ça, sur la main, je peux dire « j'ai mal ». Eh bien, ça peut être vu comme négatif. Alors que théoriquement, être négatif, ça va être de dire « on n'arrête pas de me taper, j'ai toujours mal ». Mais ça gomme. Regardez la manière de communiquer sur LinkedIn, tout est très aseptisé. Et quand vous êtes sur Balance ta boîte, tu te dis, mais comment ça se fait qu'il y a un contraste pareil ? Mais parce qu'on ne dit pas la réalité. Et je pense que c'est une énorme erreur que de ne pas vouloir le voir et de le traiter, parce que du coup, il y a un gap qui augmente de plus en plus. Donc, dire les choses, parler d'un client, ce n'est pas une insulte. On n'a pas besoin de dire, il y en a qui m'a repris il n'y a pas longtemps parce que j'avais dit client et pas partenaire. Au bout d'un moment, c'est pas possible, quoi. Donc, il faut aussi derrière entendre les mots. C'est pas à partir du moment où on n'est pas dans l'insulte, pas besoin de tout gommer. On n'a pas besoin de toujours un matelas cotonneux. De temps en temps, il faut dire, il me gonfle. Pas besoin de dire. Il semble que dans sa manière de parler, il est de temps en temps un tout petit peu inapproprié. Du coup, moi, j'ai rien compris quand tu me dis ça. Je te le dis franchement. Non, moi, on va dire, ça va. J'en ai connu des managers, des managers comme ça, des mecs qui te font des phrases de 3 mètres pour te dire juste un petit truc, tu vois. Mais parce que tu sens que les gens savent pas trop comment. Alors, parce que le langage est policé, il faut faire attention et machin. Et quand le mec t'écrit un mail, et puis après, quand tu sors de l'entretien, ce qui est drôle, c'est que tu vas à la machine à café et le mec, hop, il redevient un être humain, tu vois. Alors, il y a une remarque, tu vois, qui est dite, et c'est hyper intéressant parce que Diane dit les RH peuvent apporter des aides à l'embauche, des formations remboursées par les OPCO. Eh bien, je vais dire, c'est avant tout un coût. Parce que ça, moi, j'ai déjà dit en comité de direction, on me dit non, mais Julien, à la base, il y a une embauche, ça me coûte plus cher que les aides que vous rapportez. Vous ne trouvez pas de combat, vous ne rapportez pas de chiffre d'affaires. Vraiment. Donc, bien sûr que l'objectif, c'est de parvenir à ce que les RH aient une approche, et ça va être un peu raide, mais un peu financière. Et parce que c'est la seule chose pour qu'elles soient entendues. Il y a même des entreprises, parce que j'ai une boîte du CAC, où il y a un moment donné, ils ont fait un PNL où quand un manager décide de recruter, il faut automatiquement que ça passe par cette entité qui facture en interne pour donner de la valeur au service RH. Parce que ce qui est gratuit n'a pas de valeur, on le sait tous.
Et la RH, du coup, qui n'arrive pas avec un chiffre, elle ne défend pas un budget, la RH. Jamais. Elle a des coûts de personnel. Donc, même si vous dites, sur une masse de 2 millions d'euros, j'ai obtenu 50 000 euros d'aide, on va dire, oui, c'est bien. Enfin, c'est moi qui paye quand même les 2 millions d'euros, c'est tous les patrons qui sont à côté. Donc, on ne vous le dit pas comme ça. Mais quand après, il faut vous battre pour défendre des revendications ou il faut vous défendre pour avoir du budget, pour investir dans telle ou telle opération, notamment visant des RPS, vous êtes un coût, foncièrement. Et donc, ce n'est pas évident parce que c'est une fonction qui est censée être régalienne, mais comme elle n'est pas capable d'arriver avec un chiffre, c'est difficile pour elle et les RH ne le disent pas. S'ils le disent quand ils partent, ils sont pour le coup, c'est difficile. Je suis RH, mais très utile, Diane, j'en dis qu'on vient pas du tout. Et comme je dis, moi, c'est une fonction que j'ai embrassée pendant des années. Je dis simplement qu'il y avait un décalage de discours entre moi, ce que j'avais en comité de direction, et on parle de conflit de valeurs, et c'était ça, et la réalité. Et qu'il faut être très clair et se dire les choses. Votre dirigeant, la première chose qu'il regarde à chaque codir, c'est les chiffres. Je veux dire, faut être... et pour le DRH, c'est difficile parce qu'on va le challenger sur le taux d'absentéisme, le taux de turnover, et éventuellement des sommes approvisionnées, des congés payés ou des licenciements. Et on m'a jamais dit, bon alors Julien, allez cette année, qu'est-ce que vous faites par exemple sur les seniors? On vous écoute, c'est quoi? Jamais. Et j'ai fait des boîtes quand même. Donc, c'est quoi le taux d'absentéisme dans ta boîte? Justement, je crois que c'est ce que tu voulais ce dont tu nous en parlais là. C'était. Ça, j'avais bien rappris. On m'avait dit, Julien, 1% d'absentéisme, c'est 1% de la masse salariale. Ça, c'est bien rentré dans mon crâne, il n'y a pas de problème. Là, il y a 1%, Julien, ça veut dire c'est 1 million d'euros de perte. Alors ça, c'est un truc que vous entendez mais quotidiennement. Et à un moment donné, vous dites, mais c'est... j'ai bien compris quel était mon combat. Donc, quand vous arrivez avec autre chose, alors, il y a des boîtes qui sont plus développement que d'autres, c'est très exact. Il y a des entreprises qui sont plus, par exemple, L'Oréal, est historiquement une boîte très moderne. Après, ceux qui sont en interne pourraient nuancer, mais pour le coup, il y a des entreprises spontanément qui adorent la nouveauté, adorent la fraîcheur. Des entreprises qui sont plus frileuses et qui sont un petit peu plus old school, mais quand même, pour le coup. Donc, oui, c'est vrai que dans ce qu'on va vous demander d'analyser au quotidien, ça ne fait pas rêver, mais je suis désolé. Je peux vous faire de la langue de bois, si vous préférez, mais... non, c'est très bien sans langue de bois, c'est très très bien. Et je pense que les gens aiment bien, quoi, aussi. Le truc, c'est que dans le bureau, on a beaucoup judiciarisé et ça ne nous a pas aidé parce que c'est beaucoup d'avenants, beaucoup de suites, beaucoup de procès. En fait, c'est lourd pour tout le monde parce que ça manque de souplesse et mettre du juridique. Et je suis juriste, je suis vraiment j'adore ça, mais bon, voilà. Et on va regarder le taux d'absentéisme. Et dans le taux d'absentéisme, alors je prenais cet exemple-là quand on a fait la préparation, mais c'était un truc qu'on faisait, moi, quand j'étais chez Bolloré, on ne le faisait pas. C'était un truc un peu au doigt mouillé. Puis à un moment donné, on a mis de l'outil. Donc on a commencé à pondre un taux. Évidemment, le tôt, il était France. Et après, on nous a dit, oui, mais Julien, on a besoin du détail. Vous savez, le sketch de Muriel Robin, quoi. On veut faire le détail. Donc, l'addition. On est le détail par région, l'addition. Allez, par région. Puis après, on m'a dit, Julien, c'est bien par région, on voudrait par établissement. Donc, on a pondu par établissement. Puis après, on m'a dit, mais Julien, les services sont différents. Donc, on a pondu par service. Et puis après, on m'a dit, oui, mais les arrêts maladie longue durée ne sont pas les mêmes que les courtes durées. Donc, un truc qui ne prenait pas de temps, prenait à la fin, par mois, toutes mes équipes confondues, 3 jours. Cumulé quand même. Mais quand même, ça, c'est autant de temps sur lequel vous n'êtes pas sur du terrain. Donc, pour le coup, foncièrement, c'est malheureux parce que je ne peux pas entendre qu'on me dise « mais ça permet de sortir sur ton core business ». Non, parce qu'avant, je ne le faisais pas et c'était peut-être pas bien, mais il y avait un ressenti de dire « oui, il y a 7 personnes absentes dans mon département et j'arrive à les voir ». Ça s'est transformé en chiffres parce que, vous savez, on adore voir des chiffres. On voit souvent des diagrammes qui défilent dans tous les sens, comment évoluer la population ou les pays, vous savez, avec des graphiques dans tous les sens. On adore les chiffres, on adore les voir, on les consomme de manière un peu boulimique. Mais du coup, on n'en fait pas grand-chose et c'est fortement dommageable parce que ça ne résout pas le problème des risques psychosociaux. Et si les mesures prises y résolvaient, on n'arriverait pas à des Instagram comme celui-ci et surtout des taux qui montrent qu'il y a une vraie défiance des managements. Regardez les statistiques qui sortent. Le management français est très critiqué en soi. Donc, on le sait. Alors, c'est peut-être lié à la formation, les écoles, tout ça, mais on le sait. Et pour autant, on n'arrive pas à avoir une vision extrêmement forte. Après, les RH ont des responsabilités dans ces points de KPI. Oui, parce que certains sont incentivés. Bien sûr, alors, moi, ça n'était pas tant que ça, mais je sais qu'ils y réfléchissaient, c'est-à-dire que le RH a une application sur le taux d'absentéisme. Donc, ça vous donne une vision des RH un peu singulière aussi. Ce n'est pas le cas partout, attention, ce n'est pas ce que je dis du tout. Mais ça peut arriver de pouvoir avoir ça. On a une question. Il est plus judicieux de produire l'absentéisme avec le facteur de Bradford. Effectivement, la durée des arrêts a un impact différent.
Ok, donc pour prévenir les RPS, de manière globale, on en a discuté ensemble et en fait, ces 3 grands points, on les a un petit peu abordés précédemment, mais on va les résumer ici. Donc, communication cohérente, c'est-à-dire du début à la fin. Arrêtez les mensonges avec les gens qui vont vous rejoindre parce qu'ils vont très bien se rendre compte de la réalité une fois arrivés. Donc, ok, c'est bien pour attirer, pour votre image, etc. En revanche, un collaborateur qui va arriver dans votre société, enfin un turnover, ça a un coût. Un mec qui va se désengager et qui va se barrer, bah, ça a un coût aussi. Donc le RH, il a peut-être pas de KPI machin, on va dire directement indexé au CODIR ou avec les indicateurs financiers, mais on peut rattacher ça à la finance très directement. L'absentéisme, le turnover, ça a un coût. Le recrutement, ça a un coût. Enfin, je veux dire, tout ça, ça a un coût. Quand vous recrutez à fond des gens et qu'au bout de 2 ans, ils sont plus là, bah, du coup, il va falloir les reformer. Donc, remobiliser les seniors pour qu'ils forment les juniors, etc., etc. Et du coup, ça, c'est des temps de production qui passent en moins, quoi. Donc, dans la communication cohérente, on va dire à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, avec de la transparence. Soyez transparent avec vos collaborateurs et collaboratrices, notamment aussi en leur rappelant, c'est ce que disait Julien tout à l'heure, sur rappeler ce que c'est une entreprise. C'est une entité économique à la base, qui est faite pour faire du chiffre d'affaires, de la croissance, et donc du coup qui est là en fait pour faire du bénéfice et pour croître quelque part et pour continuer de payer les salaires. Si elle arrête de croître, elle stagne et du coup potentiellement c'est sa mort parce qu'une société qui ne croît pas, il y a d'autres sociétés qui sont autour, qui sont sur le même marché et qui elles vont continuer de croître. Et donc du coup potentiellement bah ça va qu'est-ce que ça la résultante de ce truc-là, c'est que votre société si elle commence à stagner, bah très statistiquement, elle va commencer à descendre quoi du coup parce que c'est la phase le plateau avant la chute. Donc faire attention à ça et rappeler à vos collaborateurs aussi que sans bullshit en disant bah voilà, on est là pour faire entre guillemets de l'argent. On est là aussi pour s'amuser, trouver du bonheur dans le travail, entre guillemets du bien-être dans le travail, mais le bien-être dans le travail ça passe aussi par une communication cohérente, transparente, sincère quoi, tout simplement. Et adopter une organisation apprenante, ça, qu'est-ce que tu entendais par là, Julien, du coup? Bah, l'idée, c'est d'essayer. Ça se fait beaucoup aux États-Unis, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui dysfonctionne, en général, il y a un point qui est fait avec les équipes et on se dit si c'était à refaire, qu'est-ce que je changerais? Qu'est-ce que j'adapterais? Comment on modifierait les choses? Ce qu'on ne fait pas du tout en France. On n'est pas trop dans la culture de l'échec. On déteste ça, quoi qu'on en dise. Dans les pays anglo-saxons, il y a plus ça. Donc, quand il y a un truc qui s'est planté, un lancement, une marque, n'importe quoi, un management, on fait un point ensemble et on essaie de refaire l'histoire pour essayer de retrouver des solutions. C'est ce que j'appelle l'organisation apprenante. Ok, ça roule. Du coup, on se fait une ouverture. Là, j'ai placé un peu toutes les idées qui ont popé lorsqu'on a préparé un petit peu le webinar. Je me permets d'introduire, ça vous va? Vas-y. Du coup, on s'est dit, bon, bah, balance ta startup, on va dire ça traduit quelque chose. Ça traduit déjà que les gens, en fait, ne peuvent pas communiquer sur leur entreprise en leur nom propre. Balance ton port, c'était des comptes réels déjà qui balançaient sur des cas de harcèlement ou des cas sur des ports quoi. Et là, on s'aperçoit que en fait, bah, tout est anonymisé. Et donc du coup, il y a quand même des warnings à faire. Il faut faire attention parce que avoir confiance en quelque chose qui en fait anonyme, t'as pas trop la source, etc. On sait pas. Toi, Julien, tu m'as dit que en fait quelque part c'était à ton avis quelqu'un qui avait des notions en juridique qui était derrière le compte de balance Oui. balance ta startup. Oui, balance ta startup. Parce qu'en fait c'était très très bien pensé dans le sens où il collectait des informations, il recroisait les témoignages et ensuite il validait les sources. Après, Oui. il faisait un post et une story par entreprise. Oui, il y a une vraie méthodologie qui me laisse penser que la personne derrière, soit elle est très bien conseillée par un avocat, soit elle est elle-même des grosses sensibilités juridiques. Mais on est dans quelque chose de bien pensé qui évite d'avoir des retocages en diffamation où ils pourront, mais quand même. Donc il y a une vraie sensibilité. Après que ça les dépasse au regard du nombre, ça c'est autre chose. Mais
Ok, plaçons-nous dans le contexte où Balance ta startup, ça fait là aujourd'hui c'est 200 000 personnes. Mettons qu'on atteigne 1 million. Et mettons qu'on atteigne 1 million demain. Et ben, du coup, qu'est-ce que ça va engendrer? Et là, on peut rapidement s'apercevoir que eh ben, on va avoir de plus en plus de témoignages, de façon croisée, etc. Et que du coup, bah, on s'aperçoit que c'est un organe extérieur à l'entreprise qui collecte les infos sur la boîte et sur les RPS, alors que ça devrait être la responsabilité de l'entreprise et du comité social et économique, enfin le CSE là, et puis les délégués du personnel de pouvoir récupérer ces informations pour pouvoir aller parler directement au patron pour trouver des solutions. Et là, on s'aperçoit que les gens prennent des moyens détournés parce que peut-être pas confiance en le CSE, peut-être pas connaissance du truc, etc. Donc ça peut être plein de cas différents. Mais le résultat est là, et c'est-à-dire que si ce phénomène s'amplifie, putain, on va se retrouver en fait avec des avis sur plein de boîtes, et ça pourrait passer potentiellement à balance ta boîte du CAC 40, balance ta PME et balance ton patron aussi, et de nommer directement les managers, les patrons, de les impliquer dans le truc et de les afficher. Donc je dis pas que c'est un mal, je dis pas que c'est un bien. Il y en a peut-être qui le méritent, il y en a peut-être qui le méritent pas. Je dis pas ça, je dis juste que c'est une possibilité en fait, tout simplement, et que ce truc-là. Les informations qui vont à l'extérieur, qui sont collectées par un organe extérieur, bah, en fait, ça donne du poids, de l'information et du pouvoir à cet organe extérieur à votre entreprise. Pourquoi? Parce que en fait, en recueillant ces informations-là, qu'est-ce qui l'empêche demain d'aller contacter différents gens du témoignage et de faire ce qu'on appelle, et ce que tu parlais, c'était une class action, une action collective. C'est ça, Julien? Oui, qui est un système qui... Alors, pour en revenir tout à l'heure à ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, je ne suis pas un ayatollah du tout du système anglo-saxon pour plein de sujets, mais c'est important de recontextualiser. Chez eux, on répare souvent les dommages d'intérêt sur ce genre de situation sur des montants extrêmement significatifs. Quelqu'un qui est reconnu comme une victime de harcèlement, alors moral ou sexuel, les dommages d'intérêt se chiffrent en centaines, voire en millions d'euros. Donc, c'est très dissuasif pour des entreprises. Et vous avez ce côté un peu réparation. En France, c'est pas du tout la même mécanique, parce que c'est pas du tout la même histoire, c'est pas du tout les mêmes systèmes juridiques. Et foncièrement, ça peut vous donner le sentiment que c'est tellement peu dissuasif qu'il faut trouver d'autres arcanes. Et c'est pas pour rien que ce compte-là a pris autant d'importance. C'est un peu le système du fameux name and shame, toujours américain, c'est-à-dire je nomme et je fais honte. C'est ce qui s'est passé. Et il n'y a pas longtemps, je sais pas, pour ceux qui connaissent, évidemment, ils la connaissent, Marlène Schiappa. C'est vraiment un esprit de punition, quoi. C'est à la volonté. C'est très américain, c'est puritanique, hein, évidemment, mais c'est le puritanisme américain de je nomme et je mets la honte, ce qui n'est pas culturel. Mais comme on prend quand même avec 10 ans de retard, qu'on en dise, on prend avec 10 ans de retard tout ce qui est américain, ça arrive chez nous, évidemment. Et puis de plus en plus tôt, en plus. Donc, on a eu ça. Je vous invite à regarder. Pendant un moment, Marlène Schiappa voulait aussi nommer les entreprises qui n'étaient pas très actives sur le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle a donné des noms d'entreprises. Donc, il y a eu des noms qui ont été balancés, en soi. Mais parce qu'à un moment donné, la question, et c'est intéressant de voir, on est dans deux conceptions totalement différentes. Lorsque vous allez sur le site de Balance ta startup, et vous pouvez aller sur d'autres, vous avez des gens qui, d'un côté, disent c'est pas bien parce que vous allez nommer des noms de boîtes. Donc, vous faites l'amalgame entre l'entreprise, un manager de l'entreprise, et donc, du coup, tous ceux qui sont dedans sont considérés comme dysfonctionnants alors que c'est pas vrai. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez des victimes qui disent oui, peut-être, mais avant de vous préoccuper de la situation des personnes restantes, préoccupez-vous d'abord de la situation des victimes. Et ce qui n'est pas faux non plus. Et vous êtes dans deux conceptions qui actuellement n'arrivent pas à se mettre d'accord sur qui doit passer en priorité. Est-ce la victime d'une situation dysfonctionnante ou est-ce que ce sont les personnes qui restent et qu'on ne peut pas mettre dans un pot commun? Et ça, ce sont deux conceptions qui s'entrechoquent, fortes. Et pour le moment, je dirais qu'avant les réseaux sociaux, c'est la première conception qui conservait, c'est-à-dire qu'on essayait de protéger. C'est le fameux, vous l'entendez tous les jours, c'est le fameux victime du harcèlement scolaire, on sort la victime. C'est la fameuse femme tapée par son mari et on sort la victime. Et bien dans l'entreprise, pendant des années, ça fonctionne de la même manière. On sortait les victimes, on sortait ceux qui étaient dysfonctionnants. Et là, ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois, depuis l'aune de l'existence de l'organisation, eh bien, on a des outils. Et du coup, évidemment, ça part dans tous les sens. Hein, ça faut être très clair. Mais les gens disent, au moins maintenant, je peux le dire. Et je ne suis pas tout seul.
parce que j'ai cru pendant des années que j'étais tout seul ou toute seule. Et donc, bah, évidemment, il y en a plein, c'est pas toujours très structuré, voilà. Et il y aura des déviances, parce que nommer des managers, on n'est pas très loin des sorcières de Salem, et je vous invite à regarder l'histoire des sorcières de Salem, c'est passionnant, parce que ça dit tellement de la nature humaine, le risque c'est de balancer pour balancer. Et du coup, on arrive dans des choses horribles, parce qu'il y en a parfois qui disent, mais si, moi j'aventure, il n'a rien entendu d'eux, mais enfin, il y va quand même. Donc, mais on est sur ces deux conceptions, et je pense qu'un jour, il faudra se mettre d'accord sur dire, mais comment on trouve un compromis avec ces deux, et que c'est pas l'un doit gagner par rapport à l'autre. Il faut qu'on trouve une situation hybride. Ça, c'est effectivement, de mon point de vue, assez nécessaire. Bah, clairement. Et puis, enfin, je veux dire, t'imagines si ça prend de l'ampleur. Je dis pas que ça va prendre de l'ampleur. Peut-être que ça va mourir dans l'œuf. Hein, c'est possible. Mais il peut y avoir des débordements de ce truc-là. En tout cas, ça décrit bien qu'il y a des choses à traiter dans les entreprises. Là, c'est un outil qui est mis à la disposition des gens. Et il y a un engouffrement, hein. En 2 semaines, 200 000 abonnés. C'est pas encore très très connu, mais bon, je sais pas si d'ailleurs, ça serait intéressant de savoir qui connaissait Balance ta startup là, ceux qui suivent ce webinaire là. Est-ce qu'il y en avait qui ne connaissaient pas Balance ta startup avant de consulter le webinaire ou qui n'en avaient pas entendu avant? Voilà, Agnès, toi tu dis que tu connaissais pas. Intéressant. Donc, tu peux aller regarder. C'est des témoignages sur différentes entreprises de collaborateurs de manière anonymisée. Alors, ce qui est hyper intéressant dans les réponses, c'est que Romain dit les réseaux sociaux, c'est pour dénoncer, le CSE, c'est pour améliorer. Ayez en tête que dans des startups, les CSE, elles sont quasi inexistantes. Donc, n'imaginez, ça, on a un raisonnement, nous, en France, très grand groupe, ce qui est un vrai problème. On pense que les boîtes, elles sont structurées pour avoir des partenaires sociaux, etc. C'est pas vrai. La majorité des startups, la majorité des boîtes, elles n'ont pas cette organisation-là. Donc, foncièrement, il n'y a pas toujours une volonté d'arbitre de donner des heures, etc. pour les mandats. Donc, c'est pas forcément mécanique. La question qui est posée il faut une protection contre la diffamation, on ne sait pas toujours si c'est vrai. C'est tout à fait exact, mais c'est notamment l'un des arguments qui a permis d'annihiler les remontées internes. Moi, je me souviens de cas où la manière de conduire les entretiens, c'est ce dont parlait Emma, la manière de les conduire, elle est essentielle. Soit vous avez envie d'entendre, soit vous n'avez pas envie d'entendre. Et donc, pour le coup, si vous dites à quelqu'un qui n'a pas commencé à parler, attention, les faits dont tu vas me parler, on est sur du pénal, on est sur du harcèlement moral. Si ce n'est pas avéré, avec des choses très claires, très circonstancielles, peut porter plainte pour diffamation, mais moi, je vous le dis, la personne en face, elle va se tétaniser, elle ne dira rien du tout. Et pour le coup, c'est ce qui se passe. On en revient à la parole de la victime, dont on a beaucoup de mal parce que historiquement, il y a le camp des forts et le camp des faibles. Vous avez envie d'être vers le camp des quoi? Des forts ou des faibles? On va vous dire, dans le camp des forts. Et être victime, on va dire, mais être victime, c'est pas être faible. Non, mais dans notre imaginaire inconscient collectif, un peu quand même. Et donc, c'est la même. Vraiment, je vous invite à regarder la manière dont se passe dans primaire, chez les enfants. Regardez les victimes de harcèlement scolaire. Regardez ce qui se passe concrètement. C'est la victime qu'on sort. C'est la personne qui a pu dénoncer. Mais comme on dit parfois, c'est plus facile d'en sortir 1 que d'en sortir 7. Voilà. Les choses sont dites. Donc, pour le coup, c'est ce qui se reproduit aussi en entreprise. Donc, je dirais que la manière de penser, c'est vraiment il n'y a pas d'accord sur le rôle. Vous voyez, il n'y a pas d'accord collectif sur le rôle sur la victime, par exemple. Il n'y a pas un accord collectif. On aurait pu imaginer pour dire c'est quoi une victime, de quelle typologie de fait et comment on fait. On va dire c'est typiquement ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte, qui sont protégés juridiquement d'ailleurs, même si la législation est un peu challengée. Mais comment on fait? Moi j'invite vraiment, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec ce que citait Aurélien, la vie ne peut pas être tout Instagrammable. On ne peut pas avoir qu'une vie faite d'Instagram. C'est comme si on a tous Instagram, on a tous été plus ou moins sur des applications de rencontres. Si on était qu'avec des filtres, on se dirait, c'est bizarre parce que quand je te vois, tu ne ressembles pas du tout à la photo. Il y a un contraste quand même, c'est rigolo. Bon, du coup, il y a un côté très déstabilisant. Mais ceux qui vont connaître que ça, une génération qui va connaître que des filtres dans tous les sens, pourrait s'attendre à ce que l'humain fonctionne sur des filtres. L'entreprise, elle a fait la même chose. Elle a mis des filtres et des filtres et des filtres et des filtres. Et quand on arrive, on se dit, mais c'est bizarre, tu ne ressembles pas vraiment à l'entreprise que tu as décrite. Non. Non, mais en fait, si je ne le fais pas, je suis ringard. Donc, du coup, j'y vais, je communique. Et ça a été l'ère des GAFAM. Vous savez, le fameux, on y met des incubateurs où on paye de la bouffe à outrance, où on paye des voitures.
Eh bien, les startups françaises ont fait la même chose. Et les grands groupes se Ça, c'est disent, très, très américain d'avoir plein c'est d'avantages américain. collaborateurs. Et ils ont un nombre. Et d'ailleurs, je parlais à une DRH dans la vallée, là, à San Francisco, qui me disait, Aurélien, je pense que en fait, on va partir de la vallée parce qu'on n'arrive plus à rivaliser. Tu payes ton ingénieur 150 000 $ par an. Ok? Déjà, c'est énorme. Ton ingénieur informatique. 150 000 $ par an. Il faut lui offrir la bouffe. Il faut lui offrir les boissons. Il faut lui offrir un jour par semaine le mercredi. Il faut lui offrir la salle de sport. Il faut lui offrir tout un tas de trucs, tu vois, qui sont une liste à la Prévert, qui en fait se sont ajoutés les uns derrière les autres. Et du coup, il me dit, mais putain, mais je peux pas rivaliser. Et en plus de ça, dans la vallée, il y a Google et Facebook. Et donc, du coup, ils ont une image encore supérieure. Toi, petite boîte, t'arrives là-dedans, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je fais? Enfin, c'est quoi mes options, quoi? Du coup, ce que je lui ai dit, c'est, viens en France. Fais ta boîte en France. Nous, on a des super ingénieurs, ils sont moins chers. Tu pourras toujours vendre aux États-Unis. De toute façon, on travaille en télétravail. Il n'y a pas de problème avec ça. Et puis, en plus, il y a plein de dispositifs aussi qui peuvent t'aider en France et ça créera de l'emploi ici. Tu paieras moins cher ta facture. Et puis, des avantages collaborateurs, si tu es habitué à en donner là-bas, t'en donneras ici. Et puis, si tu respectes la même liste que tu avais là-bas, les Français vont être hyper heureux de bosser pour toi. Donc voilà, ça, je fais une petite parenthèse, mais c'est juste pour te dire que... Non, mais c'est une vraie analogie et c'est vrai que il y a des avantages évidemment. Et l'idée n'est pas du tout, je trouve ça génial que des boîtes comme Google décident de réfléchir à un autre cadre de travail parce que le cadre dans lequel on évolue est important. C'est génial, c'est pas ça. Ce qui est dérangeant, c'est quand c'est une sorte de bubble gum dont la finalité ou l'esprit ou l'aboutissement peut avoir comme conclusion de ne pas relater les vrais sujets. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'au derrière, vous décidiez d'y mettre un joli cadre, mais bien sûr, c'est quand même vachement plus sympa que vous puissiez dire à la personne, bah oui, tu as des chèques vacances, des machins, c'est super. Mais quand derrière, cette illusion aboutit à ce que les problèmes ne soient plus traités, c'est un problème. Et je veux dire pire, il y a trop souvent des entreprises qui, lorsqu'elles sont sujettes à des dysfonctionnements internes, vous disent oui, mais on a mis en place des actions de communication, on a mis en place des bars à Barbapapa ou j'en sais rien. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde où il faut que ça se voit. Et ce que disait Emma notamment, qui pour moi malheureusement est très exact, c'est qu'il faut plus travailler sur du sens, mais travailler sur du sens et des valeurs, ça se voit pas, et puis ça prend du temps. Mettre un poster ou une affiche, ça se voit. Ouais. Et en fait, les salariés veulent un truc qui se voit. Parce que si vous leur dites, mais attendez, vous savez, avec la direction, ça prend du temps, on va vous dire, mais qu'est-ce que vous foutez? Ça se voit pas, votre truc. Et comme on est dans un rapport d'instantanéité, on veut tout de suite, et ben qu'est-ce qui se passe? On produit. Et ce qui est visuel, oui, par définition, ça se voit. Donc, oui, vous allez voir le joli endroit, vous allez voir le selfie qui va bien, le kick d'onboarding, tout ça, ça se voit. Tout ça, ça se voit. Ce qui ne se voit pas, c'est le manager qui vous cingle devant tout le monde. Ça ne va pas se voir. Et vous n'avez pas communiqué sur ça. D'où le côté complètement contraste, hyper violent. Mais quelque part, on n'en revient pas aux vrais fondamentaux de finance, c'est quoi le travail? Parce qu'au bout du bout, c'est quelle est la valeur de travail que je donne moi dans ma quotidienneté? Qu'est-ce que j'attends de mon travail? Parce que si j'attends quelque chose que mon employeur ne peut pas me donner, le problème, est-ce mon employeur ou est-ce moi? Donc, c'est ça derrière qui est lancinante. Et je pense qu'on est en train de faire peser à l'entreprise un rôle qu'elle ne peut pas avoir. Et du coup, même le meilleur des dirigeants du monde entier, on est en train de lui dire, d'abord ma préoccupation, oui, il y a l'argent, il y a tout ça, il y a les clients, tout ça, mais en fait, ma préoccupation, moi, je voudrais un rôle qui ait du sens et aider les enfants en Afrique. Ben oui, c'est bien, c'est super, mais il va te dire, moi, je vais faire, oui, d'accord, je vais éventuellement, si j'ai un truc qui marche bien, je vais faire des micro-dons. Il va dire, oui, mais c'est pas ça que je te dis. Ouais, mais moi, je te dis que derrière, pour payer ton salaire, faire des investissements, à un moment donné, il faut faire du client, il faut faire du chiffre, et c'est ça que moi, je vais regarder tous les jours. Et ça, on ne veut plus l'entendre. Donc, c'est vraiment le rôle de l'entreprise. La question qui va se poser dans les prochaines années, c'est le rôle. D'ailleurs, vous l'entendez, écoutez, qu'est-ce que vous entendez maintenant? L'entreprise à mission. Parce qu'on s'est dit derrière, ça, les jeunes veulent autre chose, fondations, de l'écologie, ce genre de machin. choses. Mais regardez ce que ça a donné avec Danone, hyper intéressant. Faber s'engage et dit, moi maintenant, je vais aller sur l'entreprise à mission pour avoir des valeurs incarnées. Il se fait dézinguer par son conseil d'administration, il se fait dézinguer par ses actionnaires, il conserve la tête du conseil d'administration, mais on lui met un numéro 2. La réalité, elle est là. C'est qu'à un moment, à un moment donné, c'est pas facile, mais on est dans un monde économique. Et donc, à partir du moment où on l'intègre, on se dit, OK, voilà, ça, je peux l'attendre. Ça, j'y crois pas trop. Par contre, ça, je considère que ça fait partie des choses.
Mais attendre un rôle que l'entreprise ne peut pas avoir, ça va créer une désillusion et un fractionnement générationnel hyper puissant qui me fait un peu peur. Et que si la seule possibilité, ou en tout cas alternative que l'on donne, c'est de dire faites des reconversions, il va y avoir des gros lendemains qui déchantent fort, parce que tout le monde n'est pas fait pour être indépendant, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, et que du coup, il va y avoir des gens qui vont être très déçus, très déçus. Donc, on va avoir des querelles et des ressentiments. Vous le voyez un peu avec les gilets jaunes, mais vous allez avoir des ressentiments parce qu'on en parle de l'encadrement qui va se traduire. Comment, j'en sais rien, mais qui se traduira. Et du coup, ça serait dommage. Vraiment, je trouve que ça serait dommage. Ça serait dommage. Est-ce que c'est le mot de la fin? Est-ce que ça serait dommage? Non, il y a les barbes à papa là que j'ai vu qui me plaisent. Ouais, j'ai vu. Le bar à cocktail. Moi, je vois leur tourner. Je suis vous êtes deux, il faut faire une association là. Faire des bars à cocktails. Des cocktails avec un bar à papa, il y a peut-être un truc à faire. Moi, c'est quand vous voulez. Hein. On a les locaux de Team Builder là, à Lyon. Ils sont disponibles. Vous pouvez venir, bar à papa. On se fait des cocktails, il n'y a pas de problème. On laisse les grandes fenêtres ouvertes. On se met les masques, etc. Ou pas. On fait juste le trou pour la paille, il n'y a pas de problème. Du coup, je suis le timekeeper. Je vois qu'il est 12h54. Peut-être les gens ont envie d'aller manger. Du coup, en ce vendredi midi. Donc, un peu d'actu pour terminer un petit peu. Emma, ton actu. Du coup, aujourd'hui, vous êtes assez active sur le site Cognitiva Ouais, Consulting. n'hésitez pas à aller voir du coup notre page LinkedIn Cognitiva Consulting et également notre site. On met en ligne des articles au sujet des sciences cognitives et des neurosciences. Donc, n'hésitez surtout pas à aller y faire un tour. Julien, toi, ton actualité, c'est que tu passes souvent sur Bismart, une chaîne de télévision qui, en fait, est juste en dessous de BFM Business, c'est ça? Mais qui grimpe. Exactement, qui grimpe. La petite chaîne la chaîne qui sourit aux audacieux, je crois, c'est la punchline. Ah ouais, c'est ça? Ok. Ouais, c'est ça. Et oui, effectivement, j'y serai notamment le 22 pour parler du fameux marché caché, qui est un vrai sujet aussi. Et aussi le 17 mai dans le cadre d'un événement où on parlera notamment du rôle des RH, donc de demain, au sein d'une grosse start-up importante. Ça marche. Ok, et moi, du coup, l'actualité, ce qui me reste, en fait, je ne vais pas vous parler de l'actualité de Team Builder, mais je vais plutôt vous parler de cette actualité de webinar qui commence vraiment à prendre un petit peu d'envol, et c'est cool, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces webinars et puis à rester jusqu'au bout aussi, ça fait plaisir. Même après 2 heures, là, je vois qu'il y a pratiquement, il y a plus de la moitié, quoi. Il y a plus de la moitié des gens qui sont encore présents, donc ça fait plaisir. C'est-à-dire que le sujet que vous vous intéressez aujourd'hui, et surtout la qualité des speakers, Emma et Julien étaient au rendez-vous, donc ça me fait très plaisir aussi. Vendredi prochain, on a un autre webinar, une autre session. J'ai pas décidé encore ce que je faisais, donc si vous avez des thèmes à aborder dans le monde des RH, dans le monde de l'employé, dans cette sphère RH, proposez des thèmes. Moi, mon job, c'est d'aller chercher des experts pour en parler et puis de faciliter un petit peu la transmission d'informations, de rendre ça hyper interactif comme aujourd'hui on a fait. Et puis de faire ça, c'est un rendez-vous hebdomadaire, tous les vendredis à 11h, des experts qui parlent sur une thématique RH en particulier. Voilà. Donc, soyez au rendez-vous. Chaque semaine, ça sera différent. On parlera de plein de trucs, que ça soit du légal, tout ce qui a trait au RH. Donc, allez sur la page LinkedIn, Facebook ou Twitter de Team Builder, proposez des thèmes. Voilà, proposez des thèmes pour le prochain webinar ou l'envoyer sur n'importe quel post, même en commentaire libre sur n'importe quel post. Vous faites hashtag webinar. Je comprendrai. On prendra les informations et puis s'il y a beaucoup de commentaires, on mettra des sondages en place et puis vous voterez pour le prochain webinaire et puis on entraînera un petit peu la machine comme ça. Du coup, merci beaucoup à Emma, à tous. Merci beaucoup à Julien. Merci pour l'invitation. Merci. Ouais, franchement, c'était un grand plaisir de vous accueillir. Beaucoup de richesse dans tout ce qu'on a dit. On a plus de 2 heures de contenu, t'imagines. Il est 12h58, ça fait 2 heures qu'on est en train de discuter. C'est méga passionnant. Je pourrais y passer encore 1 heure et demie si j'avais pas mon ventre qui gargouillait, je t'avoue. Pour info, ce webinaire sera dispo en replay sur tous les réseaux sociaux, sur les pages. J'enverrai le lien aussi que vous avez là. Vous permettra de voir le replay
quand vous voulez. Mais si vous voulez voir aussi les autres épisodes, des webinars précédents, etc., vous pouvez aller directement sur la chaîne YouTube de Team Builder. Vous tapez Replay Webinar Team Builder avec un R à la fin. On a un homologue américain, donc il y a un logo orange et blanc. Mais nous, c'est le logo bleu et blanc. Voilà, c'est une petite chaîne YouTube qui a été créée il y a quelques semaines. Donc, elle a le mérite d'exister. Et si on continue comme ça avec un épisode par semaine, j'espère qu'on atteindra une audience un petit peu plus large, voilà, pour tout le monde et qu'on transmette, qu'on prêche la bonne parole RH. Merci beaucoup, Emma. Super. Merci beaucoup. Encore. Merci. Très bonne journée. Bon week-end. Voilà, exactement. Je vous souhaite un excellent vendredi et un très, très bon week-end. Très bon week-end. Merci à tous. À bientôt. Ciao. À bientôt. Au revoir.